on sait pouvoir compter sur votre collaboration pour s'assurer que tout se passe dans le respect. Donc, sur ces mots, je cède la parole à Monsieur Jean Lamarche pour le mot de bienvenue officiel. Merci, Cynthia. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Vous me permettrez de lire mes notes pour être sûr de rien échapper de ce que je veux vous dire. Tout d'abord, je me permettrai de vous dire que le but de la rencontre aujourd'hui, c'est d'abord d'informer la population qui réside sur les rues J.E. Janvier, Louis Camiran, Louis-Julien, Brunet et Faribault, sur les interventions en cours et à venir pour régulariser les sinistres occasionnés par les débordements des rivières Millette, Bété et la Certe. Cette séance a lieu à la suite d'une rencontre avec Sarah Gabrielle Fortin-Morin, qui a organisé. Puis je veux vous remercier. En tout cas, je veux souligner votre leadership là-dedans. Merci d'avoir pris le temps de nous contacter. On s'est parlé sur la rue, puis après ça, on a regardé ce qu'on pouvait faire à très court terme. Pour la suite, pour moi, c'est important que vous ayez la chance de savoir ce qui s'en vient. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, ça va peut-être être ce ne sera pas la première fois que vous allez entendre ce qui s'en vient, sauf que là, il y a des nouveaux éléments, je pense que vous devez, pour lesquels je tenais à ce que vous preniez connaissance. Certains citoyens ont demandé d'élargir le bassin de gens concernés, c'est-à-dire au-delà des rues qui ont été mentionnées plus tôt. Mais après analyse des demandes et des réclamations reçues, ce secteur représente près de 50 des dommages rapportés par la Ville. Donc, les deux mots là-dedans, c'est récurrence et concentration. Donc, vous avez eu plusieurs épisodes au cours des dernières et puis vous êtes vraiment concentrés là. Les requêtes sont concentrées dans un secteur quand même assez précis. Pour le choix du secteur, bien, écoutez, ça, je viens de vous le dire. Considérant qu'il y a eu répétition de débordements, nous rencontrons ces citoyens de vous-même afin de vous faire part des travaux qui sont inscrits, qui ont été votés au plan triennal d'immobilisation en juin dernier. On parle ici d'un 2,8 millions qui est inscrit pour 2024. Les travaux prévus dans les prochaines années auront des impacts également chez d'autres propriétaires du secteur. Nous pourrons prévoir, puis ça c'est important que vous le sachiez, notamment ceux qui ne font pas partie du secteur concerné, on va prévoir une rencontre avec eux au moment opportun. Avec les changements climatiques, le phénomène des pluies abondantes est de plus en plus fréquent. Des citoyens, comme vous êtes particulièrement touchés par ces phénomènes-là, on l'est tous, mais dans votre secteur, c'est le cas particulièrement. On a à souhait, évidemment, de trouver la solution pour résoudre la problématique, puis je souhaite apaiser vos soucis. C'est ce que nous venons vous présenter aujourd'hui. Pour ma part, je suis conscient que ce n'est pas la première fois que vous êtes rencontrés sur ce sujet. Depuis que nous avons fait un pas de l'avant, la démarche a toutefois évolué, comme je vous le disais, puis j'espère que vous aurez d'autres enseignements, puis vous serez à même de voir la concrétisation de quelque chose qui était peut-être pour vous très théorique il y a déjà quelques années. Aussi, puis c'est arrivé notamment cette semaine, d'ici la réalisation de ces travaux, les équipes villes continueront leur vigie pour assurer que l'écoulement des eaux soit le plus optimal possible. C'est dans la nuit de lundi à mardi. On a fait rentrer des équipes supplémentaires. On s'est assuré, on a fermé, bien, ça s'est avéré de façon préventive, certains tunnels, mais on a aussi circulé abondamment dans votre coin. Vous avez sûrement peut-être vu des pick-up ou des camions circuler au cours de la nuit. Plusieurs cours d'eau ont été surveillés de près. Moi, je suis allé voir aussi, notamment dans le coin des résidences du manoir, près de Côte-Richelieu. C'est des secteurs, on les connaît, vous les connaissez bien, là, les coins névralgiques. Et ça, c'était suivi de près. Donc, chaque fois que les indicateurs annoncent un risque de pluie abondante, le nettoyage, le désensablage des conduites est effectué pour minimiser le risque des débordements. Et donc, pour assurer la sécurité des usagers de la route, une garde est effectuée sur le terrain pour fermer des rues là où nécessaire. Puis je veux vous en assurer, on est sensible à la problématique que vous vivez de façon récurrente. Si on est là aujourd'hui, c'est pour exprimer que nous prenons la situation très, très, très au sérieux. Là-dessus, ben, je vous cède la parole, Mme Simard. Lamarche. Maintenant, pour présenter les travaux, les pistes de solutions, je passe la parole à Monsieur Pascal Brodeur, qui est chef de service à la direction de génie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme Cynthia l'a mentionné, je suis ici pour vous présenter les travaux de drainage de surface d'une branche du cours d'eau, la 7, et puis les autres interventions qui vont intervenir
dans les mois et dans les années qui s'en viennent. Donc, localisation du projet. Excuse-moi. Donc, vous voyez ici là, la localisation du projet en bleu, c'est la branche sud du fossé sur laquelle on va venir intervenir. Puis dans le petit encadré en bas à gauche, là, vous avez le rectangle en bleu là, qui démontre un peu là, la localisation des travaux par rapport à l'autoroute 55, pardon, et le boulevard Gene Nash Kruger. Dans l'autre petit encadré à droite en haut, en pointillé, c'est la branche sud du fossé en tant que tel sur laquelle on va intervenir. Le PL-001, c'est un ponceau. C'est à partir de là que la Ville va effectuer ses travaux, entre autres là, au niveau du drainage. Donc, au niveau des problématiques, je vais passer relativement rapidement, mais ce qui est observé depuis quelque temps, c'est des débordements des cours d'eau, refoulement dans les infrastructures de la ville. Évidemment, les changements climatiques qui sont pour quelque chose. On a des crues de pluie qui sont de plus en plus importantes et fréquentes. Il y a aussi combination d'insuffisance hydraulique des ponceaux au sud de l'autoroute 40 et puis un ensablement là, au niveau des cours d'eau. Donc, le projet qui est en cours et l'échéancier préliminaire, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est la conception du réseau de drainage de surface du site. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le petit pointillé bleu que je vous montrais, là, 2 diapositives précédentes, on va venir reprofiler la branche sud du fossé qui borde l'autoroute 55. On va remplacer aussi 4 ponceaux dans le cadre de ce projet-là, dont 2 ponceaux majeurs, je vous dirais, c'est-à-dire un qui passe sous le boulevard Gene Nash Kruger, à peu près à la hauteur du pont La Violette, puis un autre là, sous la piste cyclable qui est un petit peu plus loin dans le parc La Violette. On va avoir des fossés à creuser. Et puis, comme l'a mentionné M. le maire tantôt, c'est un projet qui est inscrit au PTI là, 2024, 2025 et 2026. On a un consultant dans le projet qui nous accompagne, puis qui s'occupe de réaliser là, la conception, les plans, les devis, les estimations, puis aussi s'occuper de l'ensemble des demandes puis des démarches qu'il y a à faire auprès du ministère de l'Environnement, puis au niveau du ministère des Transports du Québec. Fait que, évidemment, ça inclut la préparation des documents nécessaires pour les autorisations de travaux, estimer les coûts, préparer les plans, les devis, avec en amont la conception qui est relative à ça, la surveillance des travaux, puis évidemment la participation à différentes réunions, services connexes, jusqu'à la réception des travaux. Donc, un peu plus concrètement, si vous regardez à gauche, l'encadré orange, branche sud du fossé du MTQ, c'est là où on intervient. En foncé, vous avez le profil existant du fossé. Et puis, en pointillé orange, c'est le profil futur du fossé qu'on veut venir reprofiler, creuser. Puis, on part de là, on part du point bas du fossé, qui est le ponceau que je vous montrais tantôt, le PL-001. Donc, on va partir de là, puis on va reprofiler tout ça jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Vous avez une autre vue ici où on voit là, vraiment... Est-ce qu'on voit? Pardon. Oh, je m'excuse. Merci. Il y a une autre vue ici où on voit une fois les travaux complétés, donc travaux d'été 2024-2025. Vous avez l'élévation projetée finale du fossé, toujours en partant du ponceau PL-001. Ça, c'est proposé court terme. Puis je vous expliquerai un petit peu plus tard là, pourquoi. Donc, vous avez les limitations là, au niveau de la branche nord, puis du cours d'eau La Certe. Ici, c'est pour vous montrer aussi une autre image au niveau des travaux. Celle-là, plus spécifiquement, là, vous montre les travaux qui vont avoir lieu là, au droit du boulevard Gene Nash Kruger. Donc, quand je vous parlais du remplacement du ponceau qui passe en dessous du boulevard, c'est un ponceau en béton armé qu'on va venir reconstruire. Et puis, on va creuser fossé aussi dans le parc La Violette. On va refaire le ponceau qui passe sous la piste cyclable. Puis, on va reconnecter ça à un fossé qu'on va descendre là, par la suite jusqu'au fleuve pour s'assurer du bon écoulement de l'eau.
dans le bas de la diapositive, vous avez les coupes types de ce à quoi va ressembler là, le pont, les fossés là, une fois terminé. Évidemment, là, on est à l'étape des plans et devis préliminaires. C'est sujet à changement, mais ça vous donne une idée puis un ordre de grandeur de ce à quoi ça va ressembler une fois que ça va être fait. Sur la prochaine, ben, c'est une autre vue. Il faut comprendre que là, je vais en parler aussi un petit peu plus tard dans l'échéancier et les dates importantes, mais on a reçu les plans et devis à 60 d'avancement de la part du consultant. Fait que c'est un extrait des plans, 60 des travaux de reprofilage. Fait que c'est la mise en plan de la petite photo que je vous ai montrée précédemment au niveau des travaux qui auront lieu là, sous Gina Kruger pour le remplacement du ponceau, puis au niveau de la piste cyclable, puis l'ensemble des travaux aussi au niveau du parc La Violette. Donc, c'est essentiellement ça pour cette vue-là. Puis, il y en a une autre, là, pardon, où c'est encore un extrait du plan à 60 d'avancement des travaux de reprofilage, où là, on voit un peu plus les travaux de creusage de fossés qui vont avoir lieu dans le parc La Violette. C'est adjacent là, au terrain de soccer qui sont actuellement en place. Donc, autre point important au niveau de l'échéancier préliminaire, il y a les dates importantes que je voulais souligner ici. Donc, le dépôt des plans et devis à 60 d'avancement, c'est ce qu'on appelle, nous autres, les plans et devis préliminaires. Ça nous a été déposé en avril 2023. Puis la Ville est actuellement en train d'analyser ces documents-là pour fournir ses commentaires au consultant qui a été mandaté. On vise un dépôt des plans et devis à 90 d'avancement à la mi-novembre de 2023 toujours. Puis un mois plus tard, par la suite, approximativement, on vise un dépôt des plans et devis à 100 d'avancement à la mi-décembre 2023. Puis ce qu'on veut avec ça, c'est partir en appel d'offres pour des soumissionnaires en février-mars 2024. Pourquoi février-mars 2024? Tôt dans l'année, ça va nous permettre d'avoir un plus grand bassin de soumissionnaires, puis potentiellement d'avoir des meilleurs prix aussi au niveau des soumissions, puisqu'on est tôt dans l'année. On vise un début des travaux en 2024, c'est-à-dire tout de suite après la période du dégel, c'est-à-dire approximativement à la fin mai. Puis, bonhomme à l'an, des travaux qui vont s'échelonner jusqu'à l'automne. Pourquoi jusqu'à l'automne? Parce qu'on va travailler dans un fossé, dans un cours d'eau, fait qu'on va être sujet aux aléas de la température, de la météo, puis de la pluie. Donc, on s'est prévu ça, mais c'est à peaufiner ça aussi. Quand on va arriver à l'étape des plans et devis, 90 et 100 on va être plus en mesure de définir un échéancier plus précis. Et puis, on vise par la suite un parachèvement des travaux en 2025, c'est-à-dire de la fin mai jusqu'à peu près à la fin juin. Puis quand on dit parachèvement, ben, ça va être le régalage des terrains, remise en état des lieux, ce genre de choses-là, et des mobilisations d'entrepreneurs. Maintenant, au début de la présentation, je mentionnais que c'était les travaux au niveau du nettoyage du cours d'eau, la CERP, mais il y a un plan d'intervention de tout le secteur qui est présentement en développement pour l'ensemble de l'eau pluviale. Puis ça, c'est commencé. Puis ça a commencé avec une étude de modélisation du cours d'eau Millette qui est en cours. C'est un mandat qui a été octroyé à la firme Tetra Tech. Puis ce mandat-là de modélisation du cours d'eau Millette va être d'une durée d'environ 60 semaines. C'est commencé déjà. Et pourquoi 60 semaines? Ça peut paraître long, mais le mandat il est ponctué d'un paquet de mesures qu'on doit prendre au niveau des niveaux d'eau, des débits, à différentes périodes dans l'année, à différents moments, ce qui fait que c'est échelonné sur quelques mois. On ne pouvait pas tout concentrer ça de façon plus réduite. Puis dans ce mandat-là, ben, il va y avoir l'analyse préliminaire de 3 solutions en parallèle du projet de la Rivière-la-Certe, dont je vous ai parlé précédemment. Le premier point qui va être regardé, c'est l'augmentation de la volumétrie du bassin de l'UQTR, du bassin de rétention actuel. On va aussi regarder l'augmentation du diamètre des conduites sur le boulevard des Récollets, au droit de l'autoroute 40, ou, jumelé à ça, et ou l'ajout d'un bassin de rétention. Et puis, on va aussi regarder l'ajout de bassins de rétention aux émissaires importants avant le rejet dans les cours d'eau de la ville pour retenir l'eau, l'envoyer plus lentement dans les cours d'eau pour ici éviter les refoulements. Fait que le rapport d'ingénieur de ce mandat-là, à 60 donc préliminaire, on l'attend d'ici la fin août 2023, c'est-à-dire dans un mois.
Puis les résultats des analyses que je vous ai précédemment citées, eux, on les attend d'ici novembre 2023. Puis l'étape qui va suivre ensuite, ben, ça va être en lien avec ces 3 analyses-là. La conception, la préparation des plans, des devis, puis des estimés de coûts. Ça va s'échelonner sur 2 ans, c'est-à-dire 2024 et 2025. Donc, moi, ça faisait le tour pour le volet plus technique de la soirée. Merci. Merci, Pascal. Vous l'avez vu, c'est beaucoup d'informations techniques, beaucoup de chiffres, mais concrètement, ce qu'on voulait qu'il soit présenté ce soir, c'est vous démontrer qu'il y a des actions qui sont faites pour trouver des solutions justement qui sont concrètes. Avant de passer à la période de questions, on aurait un dernier sujet à aborder avec vous, donc le sujet des réclamations, donc qui peut être un processus qui peut être enclenché auprès de la Ville lorsqu'il y a un impact suite à un refoulement d'égout. Et pour en parler, j'invite notre directeur général adjoint, M. Robert Dussault. Merci, Cynthia. Bonsoir tout le monde. Écoutez, c'est sûr que je ne voudrais pas qu'on parte un débat sur les réclamations en lien avec chacune des personnes, parce que je suis certain que dans les gens qui sont ici ce soir, la plupart d'entre vous avaient déjà fait une demande auprès du service juridique dans le but de réclamer certains frais. Et c'est correct. Mais je veux juste vous rappeler certaines règles qui peuvent s'appliquer à titre d'information. Donc, le premier paragraphe, sans le lire dans le détail, on parle du clapet anti-retour. Donc, c'est de vous assurer que votre propriété possède cet équipement-là. Et c'est bon de le faire vérifier par un plombier reconnu, si toutefois vous en possédez déjà un, tant au niveau de l'installation que de la pérennité de cette installation-là. Parce qu'il faut en faire un nettoyage. Parfois, le clapet anti-retour, bien qu'il est installé, si on ne fait pas d'inspection dessus, bien, il pourrait ne pas fonctionner. Naturellement, le défaut de respecter une de ces règles-là qui est importante, bien, ça pourrait faire en sorte que ça emporte votre demande d'exonération au niveau de la responsabilité prévue par la loi. Donc, assurez-vous toujours dans un premier temps que votre clapet anti-retour est en bon mode de fonctionnement. Pour ce qui est du processus en tant que tel, c'est prévu par la loi des cités et villes en vertu de l'article 585. Vous avez faire une réclamation. Naturellement, il y a des gens qui, ça passe par leur assureur, ça se fait de façon systématique. Mais si toutefois, par plusieurs fois, votre assureur ne peut pas vous assurer, vous devez, en tant que propriétaire, le réclamer. Et c'est 15 jours à partir du temps que vous avez constaté. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui communiquent avec nous pour dire on n'était pas là au moment du délit parce qu'on était à l'extérieur de la ville, on était en vacances. Si vous l'avez constaté 10 jours plus tard, les 15 jours s'appliquent à partir de ce moment-là. C'est de faire la preuve que vous n'étiez pas chez vous à ce moment-là. Bien entendu, après réception de cet avis-là, le service de réclamation va procéder à l'analyse du dossier et il va vous faire un suivi. La plupart des gens qui sont ici ce soir, si vous avez déjà fait des demandes, possiblement que vous avez déjà eu un suivi là-dessus. Chaque dossier fait de l'analyse particulière. Naturellement, si par le passé, vous avez déjà fait une réclamation et que l'historique de votre dossier est connu, que vous avez un clapet, possiblement que ces dossiers-là vont procéder de façon plus rapide. Par contre, ceux qu'on n'a pas d'historique en termes de dossier, il faut comprendre qu'il faut dépêcher une équipe pour aller faire une vérification de votre canalisation. Dernier point important, si toutefois il y a un désaccord au niveau du montant d'indemnisation qui vous sera proposé par la Ville, il est important de noter que vous pouvez prendre une action judiciaire contre la Ville. Puis ça doit être fait dans un délai de 6 mois à partir du jour où le droit d'action a été pris naissance. Donc, exemple, vous avez déposé une demande à la Ville dans les 15 jours légaux, dans 6 mois à ce moment-là, suite aux 15 jours, vous pouvez aller plus loin, soit à la Cour supérieure, c'est-à-dire à la Cour du Québec ou à la Cour des petites créances, indépendamment des montants. La Cour des petites créances, c'est jusqu'à 15 000 puis si c'est au-delà de 15 000 puis ce n'est pas satisfaisant pour vous, là, vous pouvez aller à la Cour du Québec. Mais ça, c'est important, vous avez quand même un délai de 6 mois suite à votre dénonciation du 15 jours. Ça va? Merci. Merci, Robert. Donc, c'était le contenu de la présentation qu'on voulait vous faire ce soir. Je précise que s'il y a des informations que vous voulez revoir ou consulter, l'ensemble de cette présentation sera disponible sur le site Web dès demain. Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions. Donc, on a un micro qui est installé ici à l'avant. Marianne, peut-être je t'invite à aller l'ouvrir. Donc, à tour de rôle, les personnes qui souhaiteraient avoir certaines précisions sur les solutions, sur les travaux qui vous ont été présentés, pourront s'avancer à l'avant. On a aussi une procédure là, pour les gens qui sont à distance. Je rappelle que ce soir, la séance d'information, c'était vraiment pour un secteur particulier de la ville. On l'a dit tout à l'heure, pourquoi?
ben, c'est parce que c'est dans ce secteur-là qu'on a reçu le plus on a constaté le plus de dommages. Donc, c'est pour cette raison-là que ça, les questions qui portent sur ce secteur-là ou sur les travaux qui ont été présentés ce soir seront traitées. Bon, il y aura d'autres séances d'information qui pourront être organisées dans le futur pour d'autres problématiques de refoulement qui peuvent survenir dans d'autres secteurs éventuellement. Donc, pour ce qui est des périodes pour les questions à distance, Marie-Annick, je te laisse peut-être aborder le sujet. Merci beaucoup, Cynthia. Donc, dans le fond, pour les personnes qui sont en ligne, on a l'exemple sur l'écran. Donc, vous allez pouvoir, en haut de votre écran, appuyer sur le bouton « Lever la main », puis ils vont se mettre en ordre du premier au dernier. On va y aller vraiment une personne en virtuel, une personne en présentiel, donc ça va être à tour de rôle. Et lorsque ça sera le temps de poser votre question, je vais vous je vais réactiver votre micro, excusez-moi. Donc, vous allez pouvoir parler. Vous avez une période de 3 minutes pour ça. Puis ensuite, je vais redésactiver votre micro. Merci, Marie-Annick. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions? Puis vous avancez à l'avant, madame. Je vous inviterai à prononcer votre nom avant de poser votre question. Merci. Bonjour, je me nomme France Boutet. Je reste sur la rue Faribault. Puis, c'est la Betty qui passe en arrière de moi. Il y a un ponceau. Le ponceau qui est sur Marion et Côte-Richelieu. Vous n'en avez pas parlé. Ils ont passé la gratte, l'autre banc. Mais c'est tout juste, si l'eau ne passe pas. C'est bloqué tout le temps. C'est pour ça qu'on a de l'eau sur la rue Faribault aussi. Ça, c'est suite à juin 2021 ou Non, c'est là? Là, OK, parfait. oui. J'appelle souvent la ville pour qu'ils viennent débloquer le ponceau, mais ils le débloquent en avant du ponceau et non à l'intérieur. Je ne sais pas à l'intérieur, ça se fait, mais en tout cas, parce qu'il y a du sable qui va en avant du ponceau. Ça veut dire que au lieu d'avoir un grand trou, c'est tout juste si l'eau passe. L'eau ne passe pas. Puis j'ai vu qu'il y a déjà eu des branches, du styrofoam, des ballons qui ont été en dessous du ponceau. Alors, demandez-moi pas comment est-ce que c'est rendu. C'est bloqué. Monsieur Dussault, est-ce que vous avez des détails sur les opérations qui ont été faites récemment sur le Ben, je nettoyage? sais qu'il y a une vigie. Ça doit aller, ça, dans le secteur des Dominicains, du long du parc des Dominicains. Oui, Naturellement, c'est un ponceau qui est, ponceau, entre autres, cette semaine, qui a tombé en charge, effectivement, aux grosses pluies qu'on a eues. Fait qu'on avait demandé de faire des inspections, mais je les prends en note, puis on va le valider. Parce que c'est vraiment... j'ai pris une photo, puis tu ne vois vraiment pas aucune eau qui passe. Merci beaucoup. Si vous me permettez, vous pouvez aller vous asseoir, je vais répondre pendant que vous vous asseyez, ce n'est pas un problème. Les opérations de désensablement des ponceaux dans ce secteur-là ont commencé autour des années 2010, là, je dirais. Vous avez raison. C'est assez difficile d'aller chercher le sable à l'intérieur du ponceau. Par contre, en faisant un entretien régulier en amont et en aval du ponceau, bien, ça permet au sable qui est pris dans le ponceau de bouger puis de s'écouler. Donc, l'idée, c'est d'aller en chercher un petit peu à chaque fois. Donc, ben, ça n'empêcherait pas le ponceau de se colmater, là, en fait. Là. L'idée, c'est d'aller enlever du sable le plus souvent possible. Mon nom est Réal Bellé de la rue Vierge-Janvier. C'est la deuxième fois de ma sainte vie. Parce que à distance, ils vous entendent pas. Je vais vous apporter. Parce que j'ai une voix grave. Bonjour, mon nom est Réal Bellé. 624 Vierge-Janvier, dans un coin de rue. Ça fait 2 fois que, depuis que je suis ici à Trois-Rivières, que je me fais inonder. Là, la dernière fois, ça a été quasiment 22-24 pouces à des endroits. En tout cas, un orgie. Monsieur le maire, je vous félicite d'être venu voir que ça a de l'air parce que c'est de la difficulté, c'est de la merde, OK, de partout. Et puis là, je vous écoute, je vous ai écouté. Qu'est-ce que vous faites en urgence? Parce que de la manière que là, je vais avoir encore 2 à 3 fois de l'eau dans mon sous-sol. Parce que, tu sais, on va en avoir de l'eau, on va en avoir d'autres horaires. On est juste au mois d'août, on va en avoir jusqu'à
L'année prochaine, ça va être encore pire. Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence? Bien, d'abord, vous avez parfaitement raison au niveau des pluies qu'on a là. Autrefois, en tout cas, c'est encore qualifié de 0-100 ans, mais de toute évidence, on n'est pas dans ce ordre de grandeur-là. Votre sol est gorgé, vous le savez autant que moi. Au niveau de la percolation de l'eau, ça devient aussi un enjeu. Comme je vous le disais tantôt, puis peut-être si vous voulez aussi bonifier, là, après, il n'y a pas de problème, mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'augmenter nos vigies. C'est de pouvoir agir promptement sur l'entretien. Mais la réalité demeure que vous êtes dans un lieu que je qualifierais de névralgique. Puis on veut le monitorer. Mais les travaux qu'on fait, puis je vais terminer là-dessus, puis je vous laisse la parole après, mais les travaux qu'on fait doivent se faire dans un certain ordre. Puis c'est pour ça que je voulais qu'on vous présente la nécessité d'avancer dans un certain ordre. Mais vous êtes dans un lieu qui a toujours été névralgique, puis moi, j'ai l'impression que même si on continue nos travaux, je vais être franc avec vous, ça va toujours être un souci chez vous, l'accumulation d'eau. Je vous remercie, puis je suis d'accord avec ce que vous faites politiquement parlant. Mais moi, ça me prend un plan d'urgence, right away, pour demain, au cas où que nous... excusez. Sur le moment. C'est au niveau des... Qu'est-ce qui s'appelle plan d'intervention? Excusez-moi. Parce que j'ai une petite tendance, en tout cas, peu importe. Alors, Monsieur le maire, lorsque j'ai vu 2024, avant d'avoir des résultats moyens, il y a 2 jours. Des pompes, ça se loue, Monsieur le maire. Des pompes, ça se loue. Pardon? Il y a bien d'autres solutions urgentes à faire. C'est ça que je demande. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de s'occuper de nous autres. Au niveau technique, attendez, juste un petit peu au niveau technique, avez-vous des éléments de réponse? Parce que moi, la notion de plan d'urgence, juste là, c'est ça là. J'en ai des solutions. Venez me voir, je vais aller vous voir. J'en ai des solutions. J'ai travaillé des années dans l'industrie, puis quand on avait un problème... L'enjeu, puis lorsque je suis allé sur votre rue, puis on va juste prendre les pompes, là, mais j'espère qu'on ne prendra pas tous les éléments un par un, puis je ne suis pas un spécialiste. Mais quand je suis allé, déjà, ce qu'on disait, c'est que on prenait les pompes, on pompait sous-sol, puis on envoyait l'eau où il y avait déjà de l'eau. Tu sais, on vit ça aussi dans d'autres endroits. C'est où on l'envoie, l'eau, une fois qu'on la pompe. C'est ça l'enjeu. Les bassins de rétention, monsieur le maire, les bassins de rétention comme la rue J.E. un bassin de rétention, ça se vide. OK? Puis, l'autre bord de l'autoroute, envoyez ça l'autre bord de l'autoroute, c'est simple. C'est pas compliqué. Oui, peut-être. Parce que c'est un peu ça qu'on venait vous expliquer aujourd'hui, mais il y a peut-être d'autres choses. Ça fait partie, effectivement, M. le maire, du plan qu'on est en train de regarder et d'analyser. C'est bien beau de planifier. Nous autres, c'est pas ça. On veut des solutions. Bien, on va y arriver. C'est ce qu'on va y arriver en 2025. OK? Moi, mon sous-sol va être inondé 4 à 5 fois d'ici à ce temps-là. Je suis tanné de changer ma laveuse, sécheuse, frigidaire, toutes les cochonneries qu'on met dans une cave. Je vous remercie. Merci. Monsieur. On pourrait passer à la salle, puis après, je vais prendre la personne qui est en ligne. Bonjour, je m'appelle André Pouliot sur la rue J.A. J'ai regardé votre beau plan. C'est un beau plan, pas pour la rivière Millette que vous proposez, c'est un plan pour vider le 40-55 dans le coin du Colisée. À cause, c'est la rivière La Sarthe que vous parlez actuellement, pas celle de Millette. Le problème de la Millette est connu depuis très longtemps. En 2005, vous aviez déjà un rapport entre les mains du groupe Vézina. Le volume des ponceaux le long de la rivière Millette a été fait en considérant l'hydrographie lorsque le bassin à l'université a été fait pour un volume de 8000 litres lors des crues, des événements de 1 à 10 ans. Les ponceaux ont été faits pour ça et on voit que les ponceaux sont déficients et ne sont pas tous de la même taille. Tous ces bassins-là, en tant que tels, ils se versent et il y a des retenues partout tout le long.
Et ça, c'était des simulations qui étaient à vide. Les ponceaux étaient bien nettoyés, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et ça veut dire que ça a été lors du développement depuis 1979. La problématique, elle est connue. Il y a eu une rencontre en 2011-2012 pour cette problématique-là. En 2005, vous aviez déjà le rapport. La conception a été faite en 1979, probablement, ou même un petit peu avant. On est en 2023, on parle encore de la même problématique. Là, votre suggestion, c'est on va drainer le Colisée puis le développement commercial de cette zone-là. À cause, excusez-moi, mais le bassin Lacerte, oui, il va peut-être nous aider un peu à dégorger, mais il n'est pas connecté directement. C'est le bassin de la Millette qui est le problème. Merci, monsieur. Monsieur Thibault va répondre à votre interrogation. Donc, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais là dans les dernières rencontres aussi. L'idée de faire une intervention sur le cours d'eau Lacerte, c'est qu'on est capable de, avec les interventions que Pascal vous a présentées, il y a de façon générale deux types de solutions qui vont nous aider dans ce secteur-là. Il y a la rétention de l'eau en amont du bassin versant, puis il y a le fait de sortir l'eau le plus vite possible vers le fleuve en aval du bassin versant. Donc, la solution du cours d'eau Lacerte, c'est la deuxième partie. C'est une façon de sortir l'eau plus rapidement. Donc, une fois que l'eau qui arrive du bassin versant du cours d'eau Lacerte en amont du Colisée, disons-le comme ça, ou en amont du ponceau 01 dont nous a parlé Pascal tantôt, bien, cette eau-là qu'on va pouvoir dégager vers le fleuve 140 dans la partie à l'est, là, si on veut, de l'autoroute, bien, cette capacité hydraulique-là qu'on dégage, on va pouvoir l'utiliser pour gérer le cours d'eau Bété et gérer le cours d'eau Lacerte. Donc, à la hauteur du Prix du Gros, disons, là, de l'autoroute, de la voie ferrée, puis du boulevard Réal-Brou, il y a des points de connexion entre ces cours d'eau-là qu'on va pouvoir aménager un petit peu comme des trop-pleins, si on veut, des déversoirs. Donc, quand on aura des pluies plus intenses, c'est un peu ce que Pascal nous disait tantôt, bien, imaginez l'espace qui est occupé par l'eau présentement dans le cours d'eau Lacerte, ben, elle va être disponible pour de l'eau qui provient du cours d'eau Bété et du cours d'eau Millette. Donc, c'est ça qui est le principe derrière cette action-là. Puis c'est pour ça que, oui, on travaille sur le cours d'eau Lacerte, mais en fait, on parle de 3 cours d'eau, mais c'est 3 bassins versants qui communiquent entre eux, qui sont interreliés par différents fossés, surtout concentrés là, de façon principale, je dirais, autour de l'autoroute 40 et de la voie ferrée. Donc, vous avez raison, cette problématique-là, on la connaît depuis longtemps. Puis, si ça avait été quelque chose de facile à régler, ça serait réglé. Mais c'est complexe. Je suis d'accord avec vous que c'est complexe et je vois qu'en tant que tel, oui, la connexion avec les autres bassins versants est une porte hydrologique pour réussir à évacuer une partie du volume. Cependant, le volume du bassin versant de la Millette est d'environ 19 000 litres aux 25 ans et c'était 14 000 litres aux 5 ans, alors qu'on a une capacité d'environ 8 000 litres nettoyés. Il y a déjà un décalage entre les deux. Même si on fait un trop-plein, ça reste qu'il y a une capacité supplémentaire plus importante que ce qui est disponible. Ce qu'on est en train de vous dire, là, à soir, c'est que c'est pas que les travaux du cours d'eau Lacerte, c'est le magic bullet qui va tout régler nos problèmes. C'est pas ça qu'on dit. C'est une partie des différentes solutions. Quand Pascal nous parlait du plan d'intervention qui va suivre, de la modélisation de la rivière Millette, puis des différentes actions de rétention qu'on regarde en amont de ces bassins-là, c'est une série de solutions qu'il va falloir appliquer pour pouvoir finalement vous donner un peu de sécurité dans votre réseau. Je comprends je suis d'accord avec vous. Je comprends que ça fait partie des actions de la modélisation que vous avez déjà et que vous voulez refaire une nouvelle fois. Cependant, ce qu'on aimerait, c'est que, oui, vous régliez avec des trop-pleins supplémentaires, c'est très bien, mais que vous corrigiez aussi la problématique qui est déjà existante, qui est déjà identifiée, pour que l'eau ne reste pas. À cause en tant que tel, on sait que nos terrains, la rue est un peu plus basse. Ce n'est pas normal que devant chez moi, il y ait une rivière qui passe pendant toute la nuit. Pouvez-vous attaquer, oui, des bassins de rétention, oui, des cours d'eau
de divertissement, mais aussi le cours d'eau principal de la Millette, qui est le bassin hydrographique principal quasiment de toute Trois-Rivières et du nord de Trois-Rivières quasiment jusqu'à la prison, soit avec une capacité suffisante et que ça ne bloque pas aux endroits qui on sait qu'il y a des engorgements qui sont connus, s'il vous plaît. C'est pris en note, monsieur. On vous a présenté ce soir les solutions à plus long terme, mais je pense que nos équipes DTP, on les informera de la situation, puis on regardera ce qui peut être fait à court terme également. Merci de votre commentaire. Est-ce que Marie-Annick, on pourrait avoir... On a une dame qui a levé la main en ligne au nom de Andréane, donc on va débloquer son micro. Madame, oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Merci. Juste dire votre nom complet, s'il vous plaît, puis suivre avec votre question. Andréane Tousignan, sur la rue Faribault. Dans le fond, c'est 2 observations puis une question. C'est que la rue Faribault, comme on a vu là, dans votre plan tout tantôt, c'est une rue qui est en U. Donc, il y a une partie de la rue que c'est toutes des maisons neuves, donc la partie qui est située plus, mettons, vers le nord et vers l'est, et l'autre partie est plus vers l'ouest. Et dans cette rue-là, on a porté à votre attention en 2020, quand j'ai acheté ma maison, ainsi que plusieurs autres personnes qui avaient acheté des maisons neuves, qu'il n'y avait pas d'égout pluvial dans notre partie de rue. Donc, c'est certain que quand il pleut beaucoup, il y a un égout pluvial dans le coin qui se situe vers l'ouest de la rue, mais il n'y en a pas vers l'est. Donc, toute l'eau qui vient de l'est, d'en avant de nos terrains, s'en va toute vers l'autre côté. Et il y a juste un puisard. Donc, ça fait une rue qui est toujours inondée. Et on avait porté ça à votre attention en 2020 pour se faire dire, bien, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc, moi, je pense que s'il y avait un autre pluvial dans la rue, qui est en U, déjà là, ça réglerait les inondations dans la rue. Autre chose, en arrière des maisons neuves, comme vous avez vu sur le plan, il y a comme une bande verte. OK? Cette bande verte-là, là, autrement dit, c'est la fin de nos terrains et une partie qui appartient à la ville. Et il y a ce qu'on appelle notre servitude. Donc, on doit laisser un peu de place si jamais l'hydro et tout ça doivent passer. Quand le contracteur a bâti ces maisons-là, il y avait un fossé en arrière de ces maisons-là qui permettait l'écoulement des terrains vers justement là, les bassins de rétention ou la rivière Millette ou je ne sais pas trop quelle rivière qui passe près. Là. Mais il a été renterré tout ça. Donc, c'est sûr que l'eau, elle ne s'égoutte pas. Elle s'en va ses terrains puis elle inonde. Donc, moi, je pense qu'une des solutions aussi, ce serait que la ville reprenne sa partie en arrière des terrains et refasse le petit fossé qui était là, qui permettait justement l'écoulement des eaux vers la petite rivière Millette. Dans les solutions que vous proposez, je me demande quel impact ça va avoir sur justement la rue Faribault. Parce que la rue Faribault, là, est en péril aussi, là. Mais moi, je ne vois pas comment vos travaux sur la 55 vont donner un répit aux gens de la rue Faribault. Moi, j'ai une pompe, là, à pompe péter comme hiver, puis une change d'une batterie, parce que si je manquerais de courant en plus, ça serait épouvantable dans ma maison. J'ai eu la chance, je me croise les doigts, de ne pas en avoir. Les terrains viennent inonder, la rue vient inonder. Je pense qu'il y aurait un petit quelque chose à faire là, dans notre rue. Là. Un égout pluvial, puis peut-être refaire le fossé qui s'en irait vers la petite rivière Millette. Je pense que ce serait des solutions qui pourraient être envisageables. Merci de votre écoute. Merci, madame. Monsieur Pascal Brodeur aurait possiblement certains commentaires sur vos suggestions. Bien, pas sur tout le questionnement de madame, mais sur une partie. C'est sûr que de rajouter un puisard, ça peut paraître la solution facile, mais on a déjà un réseau qui est saturé et qui est à pleine capacité. Fait que rajouter un pluvial, là, ça aidera pas, ça servira à rien. Ça passe par des explications que Dominique a mentionnées au niveau du bassin, puis au niveau du drainage, puis de la rivière. Mais on peut quand même porter à l'attention des travaux publics ce fait-là, madame, et puis on va le prendre en considération. Merci pour votre commentaire. Donc, prochaine question dans la salle. Est-ce qu'on... Vous pouvez vous avancer à tour de rôle aussi si vous préférez comme ça. Là.
Bonjour tout le monde. Sarah Gabrielle Fortin-Morin. Premièrement, 2 choses. Je voulais vous reprendre sur les pluies exceptionnelles du 13. Selon Environnement Canada, ce n'est plus un 0-100 ans, mais un 0-2 ans. C'est ça. Fait que c'est quelque chose. En fait, on dit la même chose. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que maintenant, ces pluies-là sont de plus en plus fréquentes. Oui, c'est ça exactement. Ça a été traité en termes de terme 3, donc c'est un terme fréquent, c'est du 0-2 ans. Donc, on peut le vivre encore cette année comme on peut le vivre l'année prochaine. Puis, c'était seulement une rectification. Ma question est, bref, en 2012, une firme d'ingénierie a fait une étude concernant les rivières, la Certe, Bété, Millette. Vous avez eu les rapports. Ce que vous mettez sur table aujourd'hui, c'est ce qui a été sorti en 2012. Pourquoi ça a pris autant de temps avant que vous pensiez peut-être dans un avenir rapproché, d'ici 3 ans, faire une infime partie de 2,8 millions qui a été sorti il y a, en 2012, les mêmes points. Vous aviez eu 3 scénarios. Là, présentement, vous nous mettez sur table un des 3 scénarios sortis en 2012. Puis, ces scénarios-là, au total, coûtaient en 2012 entre 25 et 30 millions. Là, vous nous donnez un petit 2,8 millions pour qu'on se ferme un peu le bec. Puis après ça, bien, le restant, ça va être quand que ça va se régler? Ça fait 13 ans, bien, peut-être non, pas 13 ans, je m'excuse. Là, ça fait 11 ans que vous avez ces scénarios-là. Puis c'est maintenant que vous décidez de faire un petit quelque chose pour les compléter. Pourquoi autant de temps? Parce que si on avait investi dans le temps un 25 millions amortissé sur 12 ans, on aurait fini les travaux, puis ça serait à coût de 2,5 millions par année. On aurait terminé, ça, on n'en parlerait plus. Ben, je ne sais pas si tu veux y aller, puis s'il y a une dimension politique, je peux. Ben, je peux te laisser. Technique, puis je vous laisse. Oui, c'est ça. Le rapport de 2012 auquel vous faites référence était une analyse un peu plus macro, là, je dirais, à l'échelle des 3 bassins versants. L'objectif de cette analyse-là était d'identifier des pistes de solutions. Là. Donc, on en a quand même exploré beaucoup plus que qu'est-ce qui était retenu. Il y avait, de mémoire, 21 actions là, qui avaient été proposées dans cette analyse-là. Maintenant, le niveau de détail qui est nécessaire pour réaliser des travaux versus le niveau de détail qui est nécessaire pour, je vais prendre un mot anglais, brainstormer, puis trouver des idées de solutions n'est pas le même. Là. Donc, on n'aurait pas pu prendre le rapport de 2012 et aller en appel d'offres avec ça. Il y a une question de précision, il y a une question d'échelle de travaux aussi. Puis il y a aussi une question de conformité avec toutes les autres lois, là, notamment le ministère de l'Environnement là, qui nous demande des autorisations là, pour procéder à la majorité de ces travaux-là. Donc, je comprends que 10 ans, c'est long, mais à l'échelle de travaux qui ont un niveau de complexité comme ces travaux-là, c'est un niveau c'est un échéancier qui n'est pas nécessairement anormal. Non, mais 10 ans, là, on tombe à 9, fait qu'on repart encore pour un 10 ans. Fait que ça fait 20 ans. Fait que c'est long. C'est très long. Puis il y avait, oui, peut-être 20 points, mais il y avait 3 scénarios. Vous avez payé je ne sais pas combien pour avoir c'est dans le fond, en tout cas en 2012, c'est le changement de tous les ponceaux qui sortaient et tout. Cette étude-là a été faite, vous l'avez payée, mais vous n'avez rien retenu, mais là, on le sort 12 ans plus tard. Mais entre ça, entre 2012 et maintenant, il y a eu d'autres inondations. Fait que ça fait beaucoup. Là, on repart à zéro pour un autre 10 ans. Ouais. Je vais me permettre de vous donner un exemple. Quand on a fait l'analyse avec la firme en 2012, une condition, là, on avait des travaux, vous m'avez déjà probablement, certains d'entre vous, entendu parler de ça, de la maçonne qu'on avait enlevée. Donc, à la hauteur de Gina Kruger, là, je dirais, où il y a accès électronique, là, sans vouloir les nommer aujourd'hui, donc dans ce secteur-là, il y avait une conduite d'égout qui traversait la rivière Millette, mais qui était plus haute que le fond de la rivière Millette.
Donc, à l'époque, pour protéger cette conduite-là, elle avait été encaissée dans un espèce de bloc de béton puis de maçonnerie armée qu'on a appelé la maçonne là, de la rivière Millette. Puis ça faisait comme une espèce de barrage sur la rivière Millette, puis presque à l'embouchure du fleuve. Fait que quand on a fait l'étude de 2012, on a dit aux consultants, mais considérez que la maçonne est enlevée, ça va se faire dans les prochains mois. On est en 2012. La maçonne a été finalement retirée en 2017 parce qu'on s'est rendu compte que pour enlever la maçonne, il fallait enlever les égouts. Il fallait dévier les égouts de la rue Garceau pour les envoyer au poste de Sienne. Donc, dans ces travaux-là, il y a tout le temps un niveau de complexité qui nous permet de faire des travaux rapides dans ces choses-là. Donc, c'est juste un exemple que je ne suis pas en train d'essayer de justifier quoi que ce soit. Je fais juste vous donner un exemple de travaux qui, pour moi, là, moi, je ne suis pas ingénieur dans la vie, là, puis je regardais ça les deux mains dans les poches, puis je me disais, voyons, c'est simple, là. On rentre avec une pelle, on enlève ça, puis c'est fini. Ça a pris 5 ans pour pouvoir les faire. Ben, c'est là que je pourrais peut-être embarquer avec le niveau politique, c'est que moi, je n'étais pas là en 2012, puis je ne m'en lave pas les mains, pas ça du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, ce qui a été voté au plan triennal d'immobilisation nous permet de faire les travaux rapidement. Rapidement, c'est toujours relatif. Rapidement, quand l'eau rentre dans ton sous-sol, j'en conviens que ça ne sera jamais assez vite, puis je suis bien d'accord avec vous, puis je partage ça, mais il y a toute une élaboration que M. Brodeur a fait qui part des plans préliminaires jusqu'à la réalisation des travaux. Et ça, pour nous, on rentre là-dedans. Là. Puis ça devient une priorité. Ça devient une priorité à l'Union des municipalités du Québec ou, par exemple, puis aussi au caucus des 10 grandes villes du Québec où maintenant, on parle d'adaptation au changement climatique. On parle plus de... Là, on est vraiment, là, on est dedans. Et puis, le rôle des municipalités, c'est vraiment de devoir adapter leurs services au changement climatique. C'est des... puis là, je dis toujours 200 millions, mais je pense que je ne suis pas loin. C'est 400 sur 10 ans, sur 20 ans. C'est ça qu'on doit nous sortir si on veut arriver où ce qu'on veut aller. C'est sûr que moi, je fais des représentations. On est plusieurs à travailler pour aller chercher l'argent des 2 autres paliers de gouvernement. Ça ne se peut pas que ce soit juste Trois-Rivières qui paye ça, on n'y arrivera pas. Fait que c'est là-dessus que j'en suis. Puis il y a un autre dernier élément que je veux vous mentionner, c'est que ces travaux-là, pour se faire, les travaux qui ont été présentés là, vont devoir avoir un certificat d'autorisation d'environnement. C'est par expérience, ce n'est pas toujours ce qui est le plus facile à obtenir rapidement, mais j'ai déjà sensibilisé à la hauteur du politique. Donc, dans le secteur où je suis, notre ministre régional, le député de Trois-Rivières, Jean Boulet, est déjà bien au fait de la situation. Oui, pour le primo. Oui, bien, c'est ça. Faudrait peut-être, si vous permettez, on pourrait peut-être vous revenir avec cette réponse un peu plus tard, parce que Primo, pour l'ensemble, c'est vraiment un programme dédié aux canalisations d'eau. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais le primo, puis le primo, si on regarde pour l'ensemble d'une ville, ben on a un montant, puis on l'applique. Mais il faut quand même, est-ce que ça va venir, est-ce que c'est, ben, je ne sais pas si quelqu'un veut parler de ça, vous voyez lever le doigt. Là. Mais non, ben moi, je n'ai pas la réponse pour savoir si le projet-là actuel il est applicable à Primo, mais oui, on fait une vigie-subvention à la ville. C'est ça. On s'en compte une fois par mois, on fait le tour. Il y a le Primo, il y a la taxe sur l'essence, il y en a plein. Il y a le FIMO, il y a bon. Fait que oui, on suit ces programmes-là. Il y a des gens qui sont dédiés à faire que ça. Puis on suit les mises à jour. D'ailleurs, Primo change cette année, en 2023. Il y a une mouture révisée avec des sommes révisées. Fait que oui, quand on est capable de déposer un projet et d'aller chercher des subventions, c'est sûr qu'on le fait. C'est systématique. C'est peut-être déjà même. C'est peut-être déjà fait. Ouais, je vais valider, mais. Merci. On passera au monsieur derrière, s'il te plaît.
Mais en ce moment, pour répondre, si vous me permettez, en 2019, lorsque je suis arrivé, j'avais travaillé là-dessus en 2017 dans un autre corps d'emploi, mais en 2019, lorsqu'on est arrivé, vous vous souvenez sûrement des inondations. Ces inondations-là avaient amené un nouveau redécoupage de ce qu'on appelle les zones d'intervention spéciale, les ZIS. On avait à l'époque fait une rencontre, vous étiez plusieurs centaines de personnes, mais peut-être vous étiez moins concernés par ça à l'époque, mais on avait fait ça ici au Delta. Et puis, on s'était servi de ça pour reprendre chacun des terrains et l'adresser au ministère des Affaires municipales, au ministre de la Forêt. Et puis, ça avait été, de notre côté, la ministre avait souligné le fait qu'on avait été parmi les villes au Québec, celles qui avaient soumis le dossier le plus exhaustif. Donc, on avait un dossier complet. Ça a fait en sorte qu'on a eu à peu près tout ce qu'on proposait comme redécoupage. Puis, écoutez, là, je ne connais pas les adresses de tout le monde, mais je suis à peu près certain qu'on ne se rendait pas. On ne se rendait pas chez vous, pas du tout. Non, je sais bien. Mais la chose, excusez-moi, je parle fort parce que j'ai une bonne voix. Un chanteur, puis j'ai une bonne voix. Non, c'est que la chose qu'il y a, c'est que, qu'est-ce que je pense, moi, c'est que dans un avenir comme ça, avec les informations que j'ai pu avoir, c'est bien. Mais par contre, pour la section de la rivière Millette, ça fait plusieurs années, là. J'aurais une autre histoire à vous conter, mais je ne la conterai pas parce que je ne veux pas enlever du temps aux personnes. Maintenant, c'est un cas qui... Est-ce que de la façon que c'est arrangé, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, le déversement en bas de la rue, le boulevard... où est-ce que c'est qu'il y a l'université, la Côte-Richelieu? Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, si vous pensez de déverser de l'eau dans des ruisseaux-là, c'est ça qui est le problème. Parce que ça fait la première fois que je vois de l'eau au coin de Côte-Richelieu puis Marion passer à peu près un pied au-dessus de la rue. Puis ça fait la première fois, je vous dis, là, je ne vous compte pas de mentir. Puis vous avez eu la dame pour la rue, le boulevard des Récollets, Côte-Richelieu? Bien, Faribault, là, est en arrière de la rue Marion. OK? Mais où est-ce que c'est que je vous parle? C'est quand vous avez eu le boulevard des Récollets qui a été inondé. Oui, lorsque le barrage a cédé. Ça, c'est une autre histoire. Oui. Mais par contre, si vous avez l'intention d'envoyer toute l'eau qu'il y a là dans les ruisseaux en descendant vers le fleuve, bien, nous autres, on est dans ce coin-là. Là. Fait que ça ne réglera pas le problème. Régler le problème des ruisseaux, après ça, travailler sur de laisser l'eau en bas du coteau, et puis là, peut-être que vous allez régler quelque chose. Oui, peut-être. Puis vous parlez, juste pour être sûr, puis moi, je suis pas mal sûr de mon coup, là, vous parlez de ce qu'on appelait le lac Millette, l'élargissement de la rivière qui servait pour la glace, là, il y a bien, bien longtemps. Là. Très juste. Je pense. On va vous répondre, monsieur, puis on va passer à une question suivante. Dominique. Donc, je vais répéter ce que j'ai dit un peu tantôt. Vous êtes à la bonne place. Il y a des. Si on voulait accélérer l'écoulement de l'eau en amont de chez vous, bien, on ne règle pas le problème de personne. Donc, comme j'ai dit tantôt,
il y a deux types de solutions, puis Pascal en a parlé quand il a parlé du plan d'intervention, entre autres sur ce qui est du bassin, sur les terrains près du boulevard des Récollets. Donc, ce qui est en amont de chez vous, les solutions qu'on va privilégier, c'est celles qui donnent de la rétention, donc qui nous permettent de garder l'eau un petit peu plus longtemps sur place, en haut, avant qu'elle s'écoule chez vous. Par contre, il faut aussi faire écouler l'eau plus rapidement en aval de chez vous. Donc, il faut évacuer l'eau un petit peu plus rapidement, puis retenir l'eau un petit peu plus longtemps de l'autre côté. La clé est là. Vous êtes à bonne place. Merci, Dominique. On a deux personnes qui sont en attente en ligne. Donc, on commencerait avec une personne dont le diminutif est le HEL. Donc, elle, je t'invite, Mariannick, à activer le micro. Oui, la personne qui, justement, elle, peut autoriser son micro. Je l'ai activé. Donc, est-ce que cette personne peut activer son micro? Sinon, on va passer à la personne suivante. Donc, au nom de Joseph sur la rue. Ah, finalement. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Deux questions. Oui, Il y a deux questions. La deuxième, c'est pour M. Dussault. La première, c'est pour M. le maire. Merci, M. le maire, pour la prévention que vous avez eue. Bon. Monsieur, j'aimerais que vous nommiez avant de prononcer vos questions, s'il vous plaît. Oui, ça a gelé, je pense. Ah, voilà. Je pense ça. Est-ce que vous pouvez activer votre micro parce qu'il est désactivé présentement? Bonjour. Ma deuxième question, c'est pour M. Dussault. Ma première question, c'est pour M. le maire Lamarche. Merci, M. le maire, pour la patrouille préventive cette semaine, dans la nuit de mardi à mercredi. Ma question, c'est pour vous, c'est le 13 juillet. Est-ce qu'il y a eu une patrouille préventive comme ça et pour quelle raison? OK. Rappelez-moi votre nom. Mon nom, c'est Louis Poisson. Louis Poisson, papa. Oui, bien, effectivement, il y a eu. C'est ça votre question, la réponse est oui. Maintenant, je ne sais pas si. En fait, il faut savoir, monsieur, je n'ai pas votre nom, malheureusement, c'est que, monsieur Poisson, on a ici à Trois-Rivières. On a ici à Trois-Rivières ce qu'on appelle l'OMSC, l'Organisation municipale de sécurité civile, qui est dirigée par Rudy Hamel, qui fait partie des services de la sécurité civile aux incendies ici à Trois-Rivières. Donc, ça mobilise l'ensemble des acteurs, à savoir les travaux publics, la direction du génie, la direction de l'aménagement, naturellement la direction générale, pour faire justement ce genre de vigie. Maintenant, on a des rapports de météo qui nous proviennent d'un consultant qu'on a engagé pour avoir plus de précision en termes de météo, pour nous permettre de voir quelles sont les actions qu'on va mettre en place justement au niveau de cette vigie. Comme par exemple, cette semaine, on l'a cité en début d'entrée de la rencontre, lundi après-midi, on s'est mobilisé pour faire en sorte qu'on puisse faire entrer des effectifs qui patrouillaient le territoire. On a fermé certains viaducs par précaution parce que malheureusement, suite au puits du 13 juillet, vous savez tous qu'il y a eu des événements qui ont été dangereux. Donc, depuis ce temps-là, on exerce une vigie encore plus importante en termes d'organisation. Donc, ma question pour M. Dussault, c'est est-ce que le 13 juillet, la part des eaux usées à la station de pompage était plus forte que la capacité de traitement de la station de pompage? Oui ou non? Je n'ai pas la réponse. OK. C'est très technique comme je vais avancer ça. Je peux valider l'information, mais je n'ai pas la réponse. Sous-question pour M. Dussault, s'il vous plaît. Est-ce que, suite au 13 juillet, vous avez fait préparer des rapports pour valider le fait que, comment ça s'est passé? Là, on n'est pas présent, on est à peu près pas loin d'un mois après. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est produit le 13 juillet à la station de pompage? Est-ce que vous avez un rapport écrit que vous pourriez rendre public? Merci, c'est tout.
Je n'ai pas ce rapport-là. Par contre, je peux vous dire qu'on a fait effectivement un post-mortem sur les événements du 13, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une équipe de déployés, dont les communications que je n'ai pas nommées tout à l'heure, désolé Cynthia, mais il faut savoir qu'on a fait un post-mortem important. Puis à toutes les fois qu'il y a ce genre d'événement-là, on fait un retour avec l'ensemble des directions qui sont impliquées dans l'Organisation municipale de sécurité civile pour voir est-ce qu'on a été moins efficient à certains points, est-ce qu'on a été bon ailleurs. Donc, on fait un post-mortem. Mais je n'ai malheureusement pas ce rapport-là, M. Poisson. Merci, M. Dussault. On a une autre personne qu'on a nommée tout à l'heure, M. Joseph, sur la rue J.A. Janvier. Donc, on va passer à cette question-là qui est aussi sur Teams. Donc, on peut débloquer le micro de M. Joseph. Puis ouvrir votre micro. Monsieur Joseph, est-ce que vous êtes là? Une fois. Ah, ça semble actif. Monsieur Joseph, est-ce que vous êtes là? Parfait. Donc, on va passer aux questions dans la salle Marianique. Bonjour. Est-ce qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas posé de questions encore avant qu'on passe à une deuxième ronde de questions? Bien, je prendrai le micro parce qu'il y a des gens à distance qui n'entendent rien. Donc, pour leur bénéfice, je suis désolée. On peut se déplacer. On avait demandé Sylvie Cossette sur 711 J.A. Janvier. Je me demandais si, quand on a rencontré le maire la première fois, on lui a demandé si les pompages qu'ils avaient fait, la nouvelle affaire qu'ils ont faite dans le centre d'achat, sur le terrain, si ça va bien fonctionner. Fait que le monsieur, tantôt, quand il a parlé du pompage, est-ce que c'est en rapport avec ça? Moi, c'est ça, je veux savoir si ça a bien marché. Le poste, si ça... Moi, c'est ça ma question. Puis, M. le maire m'avait dit, on va revenir avec ça. Moi, je pourrais vérifier. Oui, on pourra vérifier, c'est mon erreur. De réfection du poste actuellement. Je vais regarder. Parce qu'ils ont investi beaucoup dans ça, ça a coûté assez. Puis là, sont pas terminés. C'est ça, on se demande si ça a-tu vraiment été. Si ça aurait fonctionné, est-ce qu'on aurait eu moins de problèmes? C'est ce que je vais valider pour savoir si le poste y était en fonction. Parce que les travaux ne sont pas encore. Monsieur, mesdames, je vous invite à... On n'entend rien quand tout le monde parle en même temps. Donc, s'il vous plaît, on va prendre l'information, puis on va vous revenir. Ce que M. Brodin disait, c'est qu'effectivement, il y a des travaux qui sont effectués, mais ils ne sont pas terminés, mais on va vérifier si c'était en fonction le 19 juillet dernier. Merci. Donc, est-ce que d'autres personnes qui n'avaient pas... Bonjour, Guylaine Goyette, 630. Bonjour, Guylaine Goyette, 631 J.A. Janvier. Je voulais savoir, le poste de pompage, il est censé servir à quoi? Il n'est peut-être pas en fonction, mais il est censé servir à quoi? Il va pomper les égouts, il va pomper l'eau, il va pomper quoi? S'il vous plaît, je vous demanderai un peu de respect. On va répondre à vos questions, une à la fois, s'il vous plaît. Ouais, il sert à quoi, le poste de pompage? C'est pour le... Je vais valider cette information-là. C'est un projet qui est réalisé présentement. C'est un téléphone. Non, mais donnez-nous, regardez, donnez-nous deux. On va vous arriver avec la réponse. Là. On va juste vérifier ça pour rejoindre quelqu'un, mais allons pas dans cette direction-là, s'il vous plaît. On est des intervenants qui sont des experts ici, mais ils ne sont pas nécessairement des experts dans tous les domaines. Donc, on a notre directeur général qui va aller appeler des gens qui peuvent nous donner la réponse. Je vous invite à être patient et respectueux, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous aviez une autre question? Ma deuxième, c'est que la Ville est passée chez moi, si je ne me trompe pas, le 28 juillet. Ils ont passé des caméras par le clapet anti-retour. Bon, ils ont dit que moi, ma partie à moi était correcte. Mais rendu dans la rue, il disait, je ne sais pas, moins 25 pieds, 30 pieds, 32 pieds. Il disait à l'autre garçon de prendre une photo, Dans la partie de la rue,
les égouts semblaient avoir des difficultés. Puis il a dit hiver 2024. Ça veut-tu dire que en hiver 2024, qu'il y aurait des égouts qui seraient réparés ou? Bon, ben là, c'est assez. Écoutez, on n'était pas là, mais c'est. Ça, c'est qui vous a dit ça? Comment ça s'est fait? Ben, la ville est venue chez nous. La ville, c'est un inspecteur. OK. Bon, il était deux, puis il y en a un qui a passé comme, ben, je vais dire de même, une caméra là, dans. Il a déroulé une chose, là, il a envoyé ça dans. Puis il prenait des photos. L'autre, il disait, ben, prends des photos à tant de pieds, tant de pieds. Là, rendu, notre partie à nous autres était correcte, qui nous a dit, mais dans la rue, on voyait où ce qu'il y avait comme la circonférence des tuyaux, là. Il y avait comme des croûtes de je ne sais pas trop quoi, là. Okay. Mais ça avait l'air à moins passer. Lui, ce qu'il a dit, hiver 2024. Parce que là, présentement, toute l'eau qu'on a reçue, c'est juste le pluvial qui ne fonctionne pas ou si c'est nos égouts aussi, ou si c'est les égouts de la ville. Donc, je présume, puis là, encore une fois, je n'étais pas là moi non plus, là, mais je présume que l'équipe, quand ils ont parlé de 2024, parlait peut-être du projet du cours d'eau Lacerte, là, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de projet d'intervention au niveau de l'égout dans la rue. Là. Mais je me trompe peut-être. J'imagine, là, ils sont venus chez nous 6-31 juillet janvier. J'imagine que la ville doit avoir un rapport. Je veux dire, ils ont... Tout à fait. Puis ça va servir, vous allez l'avoir dans le cadre, j'imagine, de votre de réclamation. Là. Mais, tu sais, s'il a dit hiver 2024, ça veut-tu dire qu'il va y avoir des travaux de fait avant ou après l'hiver 2024? On n'a pas cette information-là. Non. Non, moi, honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là. Ce que la personne vous a dit, hiver 2024, je ne sais pas dans quel contexte. Donc, peut-être qu'au moment de la réception du rapport, ça va vous permettre de mieux comprendre ce que cette personne-là voulait dire. Moi, je vais recevoir un rapport? Je ne sais pas de quoi, honnêtement, j'ignore de ce qui se passe. Peut-être tantôt, on pourra prendre 2 minutes. Peut-être à revenir à la séance, puis peut-être qu'on pourra répondre aux questions un peu plus, pour les cas plus précis. Là, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on était ici pour vous présenter des solutions techniques. Les experts qui ont travaillé sur ces dossiers-là, ces solutions-là peuvent répondre à ces questions-là, mais on ne peut pas répondre à l'ensemble des questions. Bon, notre directeur général est parti essayer de trouver certaines réponses, mais on ne pourra pas trouver des réponses à chacun des dossiers aujourd'hui. Je comprends ça, là, mais ils sont venus dans le puis que j'avais eu de l'eau dans mon sol. Oui. Ouais. Oui, ben c'est ça. On va regarder ça. On va investiguer, on va vous revenir avec ça, madame. Merci. On a pris votre nom en note. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui auraient des questions? On a la dame en avant. Oui, bonjour. Mon nom est Pascal Lefebvre. J'habite sur Louis-Julien. Ma question est concernant là, justement les édifices commerciaux là, qui se construisent parmi le secteur. Je suis résident depuis plus de 5 ans dans ce secteur-là. Je vois davantage d'édifices commerciaux qui sont construits, qu'il y a davantage de solutions à la rétention des eaux parce que moi, j'ai actuellement comme problème le niveau d'eau qui seulement augmente au niveau de ma cour arrière dû au non-respect des devis par rapport à la hauteur des bâtiments et des terrains. Et ensuite, les citoyens sont laissés à eux-mêmes pour aller contre certaines grosses entreprises, comme moi, dans mon cas, c'est Duguay, pour essayer d'avoir un arrangement pour ma propriété, sa propriété, pour pouvoir écouler les eaux. Je trouve ça dommage. J'ai comme l'impression que la Ville octroie des permis assez rapidement, ce qui fait en sorte que par la suite, nous, on est pris pour aller dealer avec des problèmes d'évacuation d'eau sur nos terrains. D'ailleurs, il y a quelques années, j'ai assisté à certains, du moins un conseil municipal pour emmener cette problématique-là. Et je cherche toujours encore, malgré ce temps, à trouver la personne qui peut enfin m'aider, me donner les permis nécessaires pour creuser et donner un meilleur arrangement à l'égouttement de l'eau. Est-ce que la Ville a un moratoire ou un plan pour mettre un frein à certaines constructions immobilières pour empêcher justement l'implantation de béton à grandeur de nos terrains pour permettre à l'eau de s'évacuer? Puisque dans la slide suivante du PowerPoint, on mentionne l'élargissement du bassin, mais pourtant, on va construire direct à côté un hospice de personnes âgées, si je peux dire ça comme ça, Laurentide, mais c'est encore de l'asphalte qu'on va construire. Fait que là, si on n'empêche pas les entrepreneurs ou les immobiliers de construire trop d'asphalte, on ne pourra jamais venir à construire notre plan parce qu'il va être rendu trop tard, il va falloir trouver d'autres solutions parce que les devis vont déjà être mis par rapport à cela. Avez-vous une solution ou est-il possible de mettre un frein à certains développements pour donner le temps à nous d'évaluer la situation pour les eaux?
dans le règlement actuel, puis c'est quand même relativement récent, là, je dirais, puis je n'ai pas l'année, Robert, tu l'as peut-être, là, où on a commencé à implanter ces restrictions-là. Donc, quelqu'un qui se construit, par exemple, dans le cas d'un commercial ou d'un industriel, par exemple, où il y a une superficie de stationnement, par exemple, le rejet pluvial maintenant est énorme. Donc, dépendamment des secteurs, là, c'est soit un rejet à l'existant. Donc, si le terrain est vacant, par exemple, puis on calcule un taux de rejet X sur le terrain vacant, bien, une fois que c'est construit, bien, il faut que le taux de rejet soit équivalent à ce qui était avant. Si c'est dans des secteurs où ça ne s'applique pas, c'est une norme de 25 litres seconde qui est appliquée. Souvent, on a l'idée d'un bassin de rétention à l'air libre, là, je dirais, qu'on voit puis qu'on est capable de regarder. Mais souvent, dans le commercial, puis dans ce secteur-là, c'est ça qui est arrivé. C'est des structures souterraines qui servent de bassin de rétention. Donc, la rétention est faite en souterrain plutôt qu'en surface là, pour justement pouvoir utiliser la superficie soit en zone de circulation ou en zone de stationnement. Donc, le développement sur le pouvoir des Récollets, par exemple, ou les garages automobiles qu'on a vus arriver depuis quelques années dans ce secteur-là, bien, c'est de cette façon-là que la restriction est faite là, au niveau du pluvial. Donc, théoriquement, ces constructions-là ne contribuent pas à amplifier parce que la rétention est faite, non pas dans un bassin de rétention qu'on voit. Donc, je vous l'accorde, là, des fois, c'est moins, peut-être un peu moins rassurant là, de ne pas le voir. Mais les structures souterraines sont présentes. Puis, dans nos équipes, là, on a des gens qui font l'inspection de ça pour s'assurer qu'une fois que c'est construit, bien, que c'est construit à l'existant selon les plans. Très bien. Mais malgré ça, la construction de tous ces bâtiments-là ont lieu plus vite que la solution elle-même. Puis là, présentement, ce qu'on a comme problématique, moi, en tant que citoyen, c'est que je remarque que depuis les années, le niveau d'eau devient de plus en plus problématique jusqu'à ce que les services d'urgence ne puissent plus me desservir de façon adéquate. Lorsque les ambulances doivent effectuer des détours à plusieurs points de vue pour pouvoir nous évacuer s'il arrive quelque chose, et que là, que ça se relaie le câble, si on peut dire, aux pompiers pour venir nous intervenir. Moi, j'ai des raisons de croire en tant que citoyen que là, ce n'est plus au niveau matériel, mais que j'ai des raisons de croire que ma santé peut être en jeu en cas de désastre environnemental pour venir me chercher. Donc, ce ne serait pas des actions ou plutôt des solutions qui pourraient vous aider à aller chercher du financement fédéral et provincial, lorsque vous pouvez dire que le citoyen n'est plus rendu à mettre en doute du matériel. Merci pour votre commentaire, monsieur. Je reviendrai peut-être sur le poste de pompage 4 eaux, si vous me permettez de compléter ma réponse. Tout à fait. Le poste de pompage 4 eaux qui est en réfection présentement, c'est un poste de pompage sanitaire. Donc, il fonctionnait, je ne me trompe pas, à peu près à 50 % de sa capacité. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 pompes. On est en train d'en remplacer une. On ne peut pas arrêter l'autre en attendant. Fait que, c'est la raison du pourquoi. Quand bien même ça aurait fonctionné à 100 %, c'est un poste sanitaire, ça n'aurait pas aidé à gérer le pluvial, à moins qu'il y ait des gens qui soient branchés légalement sur une conduite pluviale. Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est un poste sanitaire qui est en réfection actuellement. Il y en a beaucoup qui ont encore des... C'est ça, en les années 60. Est-ce que tu peux de cette information-là, Dominique? Robert non plus. Écoutez, on vous a offert l'information. Ce que l'information qu'on nous donne, c'est que ça fonctionnait à 50 % au niveau du sanitaire, là, à savoir est-ce qu'il y a encore des résidents secteurs qui sont connectés à un réseau combiné. Bien là, on n'a pas la donnée aujourd'hui. On pourra encore là, fouiller plus tard pour avoir la spécificité par rapport à ça, là. Mais il est en réflexion. Là, on remplace une pompe, mais on ne peut pas arrêter.
On va faire un plan d'intervention, monsieur, avec l'aide de nos travaux publics pour voir qu'est-ce qui peut être fait à court terme. Je le répète, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous présenter, c'est vraiment les solutions à long terme, les investissements qui sont prévus au PTI. Il y en aura d'autres. Pour l'instant, il y avait ce montant-là de 2,8 millions de dollars avec la solution que vous a présentée mon collègue. Il y en aura d'autres avec le plan d'intervention aujourd'hui. Fait qu'on va se concentrer là-dessus si vous le voulez bien. Ça fait déjà 50 minutes qu'on est en période de questions. J'ai des gens en ligne, puis j'en vois aussi qui font la file. Donc, je penserais peut-être M. Joseph sur la rue J.A. Janvier s'est reconnecté, donc on pourrait peut-être tenter de prendre contact avec lui. M. Joseph, vous pouvez activer votre micro. Êtes-vous en ligne? Ça ne fonctionne pas. Donc, on va passer à... Veux-tu la montrer avec la slide qui était l'avant-dernière, je crois? Donc, pour activer votre microphone, vous voyez en haut à droite. Il suffit de peser sur microphone. Je vous laisse quelques secondes. Allons-y avec Marie-Michel, qui était la suivante en ligne. Donc, Marie-Michel, avec nom de famille qui commence par V, vous pouvez activer votre micro. Est-ce que vous êtes là, Madame Marie-Michel? OK. Peut-être recliquer, Madame. Parce qu'on le voit qu'il est encore désactivé. Bon, on va passer avec les questions dans la salle. Je vous inviterai peut-être à remettre le micro. OK, vous m'entendez comme ça. François Ross sur Louis Julien. Vous avez parlé tantôt là, de normes de rejet. J'aimerais ça savoir depuis quand. Puis lorsque, je pense que vous avez eu plusieurs commentaires sur le nouveau petit centre d'achat là, entre le Costco et Louis Julien. Là. Donc, toutes les maisons qui sont là, si vous pouvez le prendre en note, là, sont toutes inondées. Donc, vérifiez voir si les normes étaient en application au moment de la construction, puis s'ils ont été respectés. Parce que je pense que, comme le monsieur dit tantôt, puis on s'est tous fait dire ça, allez voir le propriétaire, mais le propriétaire ne fait rien puis il ne veut rien savoir. Donc, si au moins la ville va voir si ça a été respecté, bien, il va peut-être vous écouter plus, vous, que nous autres. Ça, c'était le premier commentaire. Le deuxième, tantôt, monsieur le directeur général, vous avez parlé des responsabilités des citoyens pour les clapets, pour les poursuites et tout ça. J'aimerais ça, il y a aussi les responsabilités de la ville, puis les obligations, pour voir s'il y a eu des obligations ou négligences. J'aimerais ça savoir le pourcentage qui a été effectué, parce que toutes les villes doivent avoir un plan d'intervention. Le plan d'intervention qui a été fait en 2011, le pourcentage du plan qui a été effectué entre 2011 et aujourd'hui. Quand vous parlez de plan d'intervention, c'était... Ben, côté fluvial puis sanitaire. Donc, généralement, les villes, là, vous en avez présenté un plan aujourd'hui. En 2011, vous aviez présenté un plan aussi qui concernait les deux. J'aimerais ça savoir le pourcentage qui a été effectué entre 2011 et aujourd'hui. On avait évalué à l'époque je ne serais pas capable de dire un pourcentage, mais là, on avait évalué là, que l'ensemble des 21 actions là, qui avaient été planifiées, ça tournait autour de 45 millions environ là, en termes de valeur de projet. Puis à date, là, je dirais qu'on est peut-être si j'exclus, mettons, les 2,5 millions qui sont au 2,8, je m'excuse, millions qui sont au PTI. Je dirais qu'on est peut-être autour de ça, un 2-3 millions d'investis en planification de projet. Donc, évidemment, ils vont être à peu près à 5 d'effectués. Bien, en millions, je dirais oui, à environ 5 mais c'est parce que les interventions qu'on fait là, on est en mode plus planification parce qu'on n'a pas encore fait tellement de travaux. Le dégât qu'il y a eu le dégât qu'il y a au mois de juillet, il faut se référer au dernier plan. Puis le dernier plan est en 2011. Pour savoir si la ville est négligente ou non, ça veut dire que je comprends qu'il y a eu 5 d'effectués en 11 ans. Ben, c'est parce que vous dites le dernier plan, mais c'est le même plan.
C'est ça. Donc, mais depuis 2011, il y a eu 5 de fait en argent. C'est ça? Moi, c'est la Non, seule mais je veux réponse juste que être je peux vous certain, donner. savoir ce que Ouais. tantôt, on parlait des responsabilités des citoyens, les responsabilités de la ville aussi. Ça, je voulais savoir cette question-là. Puis peut-être que M. le directeur peut me répondre aussi. L'autre question, c'est qu'on a parlé des visites que vous avez commencé à faire par rapport aux poursuites. Vos enquêteurs vont passer. Je veux savoir, est-ce qu'il faut demander le rapport ou vous nous l'envoyez de façon automatique avant l'audition? Vous allez avoir une réponse, un suivi. Ça va de soi. On va avoir un suivi, on va avoir le rapport. Oui. OK, Vous allez avoir un suivi par rapport à votre clapet, ce qui est à conforme, tout ça. Ils vont revenir là-dessus, le service de réclamation. OK, mais est-ce qu'ils vont nous donner un rapport ce qui est entre le sanitaire qui est chez nous, puis après ça, comme madame a dit tantôt, le bout qui est dans la ville, qu'ils ont vu la ville, on va savoir ces informations aussi ou il faut les demander? Non, vous allez avoir pour votre partie à vous, naturellement, parce que la partie de la ville, nous, votre clapet, il est fait dans votre portion d'emprise. Il n'est pas dans l'emprise de rue, il est sur votre terrain, sur votre propriété. Votre On ne saura pas si le bout de la rue il était, comme elle disait, bouché ou obstrué à 50 60 on ne saura pas ça. Je n'ai pas la réponse, monsieur. Je n'ai pas la réponse. J'ai pas sa réponse. Bon, mon clapet, moi, il a été examiné 2 semaines avant, je devrais être correct. Je vous le souhaite, toi. Merci. Vous nommez, s'il vous plaît. Juste le baisser. Vous pouvez le baisser. Juste le Ouais. baisser. OK, parfait. Bonjour. Mon nom, c'est Catherine Rondeau. Je suis propriétaire de la résidence personnes âgées, la Grosse Maison Rose. Je suis inondée autant que vous autres. Ça fait 34 ans qu'on a pignon sur rue, Brunet et Bellefeuille, et on est inondé tout le temps. On a agrandi il y a 2 ans et je vous assure qu'on a respecté les plans de rétention souterrains et extérieurs sur le terrain de la bâtisse. Alors ça, moi, je suis conforme avec ça. En fait, ça aussi, j'ai fait inspecter les conduites des puiseurs, en fait, là, les eaux pluviales, à 3 endroits alentour de la bâtisse. Et le rapport d'inspection disait que c'était vraiment dans un piètre état. Donc, je ne sais pas, y a-t-il une maintenance qui est faite? Moi, je n'ai jamais vu personne là, venir voir si c'était comme, je ne sais pas, y a-t-il une maintenance qui est faite ou à quelle fréquence de ces puiseurs-là? Parce que moi, j'ai un rapport et on me dit que ce n'est pas optimal. Et j'ai, moi aussi, une bonne rivière là, sur Bellefeuille quand on a des eaux. Fait que, tu sais, si l'écoulement ne se fait pas comme il faut, peut-être qu'à court terme, ça serait une solution quand même facile pour nous aider si l'écoulement se faisait mieux. Merci, on le prend en note et on va en faire part à nos équipes des travaux publics. Est-ce qu'il y avait d'autres des gens qui n'avaient pas posé de questions dans la salle? Joanne Lacombe, 1040 Faribault. Moi, ça fait 19 ans que j'habite là. Depuis 10 ans, le ruisseau en arrière de chez nous n'est plus creusé. Avant, il était creusé 2 fois par année, puis vis-à-vis le ponceau aussi. Puis là, maintenant, à chaque fois qu'il y a des grosses pluies, étant donné qu'il n'est plus creusé, il se referme. Puis là, l'eau, elle monte, évidemment. Puis le pluvial, il se vide dans la rue. L'eau monte dans la rue. Ça inonde nos terrains, bien souvent nos sous-sols. Puis, c'est pas toujours inondé dans le reste du quartier, parce que c'est pas toujours comme le 13 juillet dernier où ce que j'en ai eu énormément dans mon sous-sol. Mais si c'était creusé, ça pourrait aider. Puis là, le 13 juillet dernier, bien évidemment, il y en a eu énormément. Fait que là, vu que le ruisseau se vidait, on était inondés. Même ma voisine France, ça s'est ramassé que le ruisseau est tellement rendu mince, puis plein de joncs, puis tout ce qu'on voudra, là. Là, ça s'est ramassé sur nos terrains. On en avait, nos remises étaient inondées aussi. Puis, ça faisait des geysers dans la rue. Ça sortait par les puisards. C'est possible de recommencer à les creuser comme autrefois? Ça fait 10 ans que c'est comme ça. À chaque grosse pluie, bien, on se ramasse que nos fonds de cours sont vraiment inondés parce que là, il n'y a plus de creusage. Puis vis-à-vis le ponceau, au coin Marion, puis Côte-Richelieu, bien évidemment, ça se ramasse que là, il y a un débordement. Le monsieur qui habite sur ce coin-là, bien lui, il y a la moitié de son terrain qui est inondé à chaque fois. Puis là, bien, ça jamme en dessous parce que, évidemment, là, c'est pas creusé. Puis ça, en dessous du ponceau que je viens de vous dire, bien, c'est creusé juste en cas d'urgence. Mais ça se remplit, il y a une affaire épouvantable. Ça, c'est de même, là, jusqu'au fleuve. Avant, c'était creusé, ça, mais depuis 10 ans, c'est plus creusé. Là, on se ramasse. Nous autres, sur Faribault, là, le soir du 13 juillet, là, à un moment donné, là, mon voisin, là, il s'est promené dans la rue, il était nu-pied,
puis il y en avait au-dessus des genoux. Puis le monsieur, il est plus grand que moi, du haut de mon 5 pieds 4. Là, il en avait au-dessus des genoux, le monsieur. Là. Il est venu nous prêter une pompe parce qu'à un moment donné, là, ça débordait tellement que la swamp pompe a lâché. La mini-pompe d'urgence a lâché. Ma fille est allée en acheter une chez Rona. Puis le monsieur est venu nous prêter une pompe, puis le plombier est venu, puis il est venu changer la swamp pompe. Fait que 3 pompes, on n'y est jamais arrivé, puis ça continue à rentrer. Puis moi, d'habitude, quand l'eau monte dans la rue, ça va jusqu'en arrière de ma voiture. Puis là, il y en avait jusqu'à la clôture de la cour. Ça veut dire en avant de ma voiture, en dessous des bacs roulants. Merci pour vos commentaires. On a pris des notes, mais je pense que M. Thibault a quelque chose à ajouter. Plus aussi, là, un petit détail, là, c'est que le dimanche suivant, il y a un monsieur de la ville qui est venu, il a même pris des photos. Puis là, il a regardé tous les puiseurs alentours. Il y en a ouvert, je pense, c'est 4. Ma voisine est venue, il a sorti, tous les voisins ont sorti d'ailleurs. Puis le pluvial, là, eux autres, ils avaient rebaissé, c'est sûr. Mais par contre, quand il a regardé le sanitaire, là, il était à côté. Il a dit les égouts sanitaires ne fonctionnent même plus sur la rue chez vous. Fait qu'à un moment donné, là, les débordements, là, ça va sentir mauvais. Ça ne sera pas drôle parce que même le sanitaire ne fonctionne plus sur la rue chez nous. Concernant le creusage des cours d'eau, c'est une partie de la problématique est là, au sens où, quand on vous a dit tantôt que les infrastructures ne suffisaient plus, bien, ça inclut ça. L'aménagement du territoire dans ce secteur-là, qui a été fait là, dans les années de 40, 50, 60, là, a été fait en conséquence de que ces cours d'eau-là, en fait, étaient comme un peu des fossés. Donc, ils étaient entretenus puis creusés régulièrement. Les normes d'entretien des cours d'eau, parce que ces lits d'écoulement-là d'eau ont le statut légal de cours d'eau, bien, ça a changé. Puis aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aller creuser là-dedans sans avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement, notamment. Donc, puis le ministère, il ne suffit pas de demander l'autorisation pour que le ministère nous le demande. Donc, je ne suis pas en train de nous essuyer sur le ministère de l'Environnement, mais sachez qu'il y a cet enjeu-là dans l'aspect du creusage des cours d'eau qui a changé dans les 15-20 dernières années, là, je dirais. Merci, Dominique. Je pense qu'il y avait un monsieur à l'arrière qui n'avait pas posé de question. J'ai le café dans la vessie, là. Il faut que je pose ma question. C'est là, regarde, c'est là que ça se passe, OK? Il va y avoir un débordement. C'est ça. Ma question est surtout pour M. Dussault. Vous avez l'air froid comme de la glace quand vous nous parlez. Puis, au début, vous nous avez dit un petit peu lancer dans notre cours les problèmes de CAPES, de ci, de ça. Mais si on prend en compte toutes les années d'inondation, puis ça regarde tout le monde ici. Excusez-moi, il faut que je me permette parce que vous ne pouvez pas dire, c'est peut-être une perception que vous avez, oui, c'est ça, mais de dire ça, c'est déjà, moi, je peux vous dire que c'est faux parce qu'on a été en relation toute la soirée des dernières pluies. Je pense que Robert, c'est une personne qui est dédiée à son ouvrage. Votre question, moi, je suis prêt à l'entendre n'importe quand. Mais s'il vous plaît, attaquez pas M. Dussault. C'est une perception. Ouais, mais écoutez, vous l'avez dit, là, ouais. Mais il ne faut pas aller là, OK? Parce que moi, je suis d'accord pour qu'on parle d'idées, qu'on parle d'intervention, vous pouvez juger ce qu'on fait, mais attaquez pas les individus, s'il vous plaît. Parfait. Mais ça rapporte quand même au travail. Parce qu'au début, vous nous avez lancé un petit peu. Mais il n'y a pas de froid comme de la glace. C'est une personne qui est ici, qui est là ici à 7 heures tous les matins. Puis je pense que s'il est là, c'est parce qu'il a envie de vous transmettre de l'information. Il n'est pas froid comme la glace. Parfait. Mais c'est une impression. Parfait. Donc, vous nous avez un peu mis dans notre cours le problème de clapet, de ci et de ça. Sauf que si on compte tout le monde ici, le nombre d'inondations qu'on a eu depuis toutes les années, je crois que c'est plus juste un problème de clapet. C'est pas juste un problème de drain français. Je pense qu'il y a eu une négligence parce qu'on en a parlé tantôt. Après tant d'années, si les problèmes ne sont pas rectifiés, ça peut être à un certain niveau de la négligence. Donc, je ne comprends pas comment la Ville peut nous demander d'avoir des installations conformes quand la Ville même n'a pas d'installation conforme et qui ne sont pas capables de fournir et nous dédommager. On n'est pas des personnes qui gagnent du 150 000 par année. On a à chaque fois du 40 000 de dommages dans nos sous-sols. Certains ici, plusieurs, ne sont plus assurables.
nos assurances couvrent 10 000. C'est qui encore qui va payer de leur poche les dégâts? C'est nous. Fait que là, je pense qu'il va falloir trouver un terrain d'entente ou quelque chose, puis je comprends pas pourquoi ça n'a pas été encore proposé qu'il y ait de l'aide, puis qu'on arrête de pitcher ça dans notre cour, parce que c'est pas vrai que nos installations, conformes ou pas, soient problématiques. Mes installations sont conformes. J'ai eu la visite de la ville, j'ai eu 4 pieds d'eau dans mon sous-sol. Mon voisin n'a peut-être pas des installations conformes pour X raisons. Il a quand même eu 4 pieds d'eau dans son sous-sol. Je pense qu'il faut qu'on commence à trouver un petit terrain d'entente pour essayer de régler la situation puis les pertes financières reliées à ça. Là. En fait, pour répondre à... S'il vous plaît. Monsieur Dussault. En fait, pour répondre à votre question, il faut savoir que chacun des dossiers est traité au cas par cas. On ne fait pas l'ensemble des dossiers sous une même évaluation. Ça va? Ça, c'est une chose. Fait que quand vous dites que vous avez un clapet qui est conforme, à ce moment-là, si la Ville a une responsabilité, vos installations sont conformes, ils vont payer. Mais c'est pour ça aussi que j'ai voulu insister sur le fait que les gens, s'ils ne sont pas satisfaits de l'indemnisation proposée par la Ville ou du refus par la Ville, bien, il y a toujours un recours qui est possible, soit aux petites créances ou à la Cour du Québec. Puis ça, c'est important que les citoyens le sachent. Puis c'est au cas par cas, comme je dis, parce qu'on ne peut pas faire la même évaluation pour tout le monde. Et si toutefois les gens décident d'aller soit à la Cour du Québec ou aux petites créances, bien, ça pourrait être un argument que vous mentionnez que la Ville, son réseau n'est pas en mesure d'absorber l'eau, le surplus d'eau. Ça pourrait être un des arguments qui pourrait être retenu, mais ça va être à vous à ce moment-là de le déposer auprès de la Cour si toutefois vous vous rendez là. Mais je pense qu'il faut attendre de voir chacun des règlements qui sera proposés par le service des réclamations. Mais dès que ce n'est pas conforme, selon vous, c'est rejeté, en fait. C'est des dispositions réglementaires. Je pense que c'est jugé cas par cas, comme M. Dussault vient de le dire. Maintenant, je crois qu'on a tout entendu votre appel à l'aide. Oui, il y a des règlements, mais en même temps, il y a le côté humain. La Ville est sensible. C'est pour ça qu'il y a une rencontre qui a été demandée par M. le maire aujourd'hui pour vous exprimer un peu c'est quoi les solutions futures. Mais on entend votre appel à l'aide pour le plus court terme. Merci. Donc, on a peut-être, juste avant de passer aux autres questions, on avait, je pense que c'est HEL, elle, qui a été remis. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, vous avez une parole, on va y aller. OK, bien, ma question, c'est pour M. Brodeur. Le PTI que vous parlez, c'est 24, 25, 26, là, pour les années. Pour ce qui concerne, pour régler les problèmes sur la rue Juillet-Janvier, entre autres, là, Camiran, Louis-Julien, ça fait combien d'années ces projets-là ont redoublé combien de fois au PTI là, depuis les années 2011? Est-ce que ça fait, c'est pas la première fois que ces projets-là arrivent, mais ça fait combien de triennales qu'il faut remettre à l'année, au prochain triennal, puis au prochain triennal, puis au prochain triennal? Ça fait combien de fois, à votre connaissance, là, depuis que vous travaillez pour la ville de Trois-Rivières, que c'est soumis au PTI? Merci. Je vais répondre. En fait, c'est un programme qui fait partie du PTI à laquelle on doit injecter annuellement des sommes importantes pour faire en sorte qu'on puisse régler des problèmes de rétention d'eau. Donc, quand on prend le dossier, on l'appelle des Trois-Rivières, Millette, Béthé, Lacerte, ce programme-là existe quand même depuis plusieurs années. Il y a eu des interventions sporadiques, que mon collègue Dominique parlait tout à l'heure, pour environ le même niveau en termes de coûts de travaux. Donc, on pourrait parler quand même depuis là, une dizaine d'années qui étaient inscrits pour des plus petits montants. Mais là, naturellement, on s'attaque avec des plus grosses infrastructures quand on parle de 2,8 millions de dollars. Merci, M. Dussault. Il nous resterait 2 questions. On peut y aller. Bien dire votre nom. Bonjour, mon nom est Alain Mayotte, sur la rue Louis-Camiran, au 651. Moi, j'ai été élevé à Trois-Rivières depuis 1974. Je connais Trois-Rivières-Ouest. Et puis, ça a bien changé. Jusqu'au Richelieu, là, la rue Brunet, tout ça, c'était pas là. C'était des quenouilles. En arrière, le Prix du Gros et compagnie, tout ce coin-là, c'était des champs de quenouilles. Les bassins, ils étaient là.
Et puis moi, j'ai été élevé dans le secteur Grenoble-Mont-Blanc. Et puis j'ai joué dans le pit de sable en arrière. Il y avait des canalisations qui arrivaient du parc Lambert, des pluviales qui se jetaient dans la rivière Millette. Ma première question est, les rues que vous bâtissez en haut, comme Gilles Lupien et compagnie, parce que le lac caché, c'est de là qu'à part la rivière Millette. Les pluviales se jettent-ils encore? Les nouvelles rues, envoyez-vous encore les pluviales dans la rivière Millette ou si vous avez une autre solution? Donc, pour ce qui est des développements de rues, notamment, je l'ai parlé un peu tantôt pour ce qui était du commercial ou de l'industriel, par exemple, mais pour les rues, oui, effectivement, le pluvial, on inverse rarement là, les sens d'écoulement, donc les bassins versants restent les mêmes. Cependant, les normes d'aujourd'hui, je vous parle de l'existant aujourd'hui, les normes de rejet pluvial, ben, ils existent aussi pour ces genres de projets-là. Donc, dans des cas de développement un peu plus extensif, là, je dirais, les bassins de rétention, généralement, on les voit, là, ils sont à l'extérieur. Là. Donc, la réponse est oui. Le pluvial se jette encore dans le cours d'eau du Rang 2, par exemple, là, dans le coin du boulevard Parent, puis tout ça, c'est un cours d'eau qui finit par se jeter dans la rivière Millette. Mais les nouveaux développements qui sont faits sont tamponnés avec des bassins des ouvrages de rétention, des ouvrages de traitement aussi aujourd'hui, en termes de qualité de l'eau pluviale. C'est des normes qui sont existantes aujourd'hui. Donc, théoriquement, parce que c'est des professionnels qui font ça, qui font tous les calculs, là, donc ces ouvrages-là font en sorte que le nouveau projet de développement, ben, il ne vient pas augmenter le débit de pointe là, dans le cours d'eau. Donc, théoriquement, tout ça est calculé. Je ne vous dis pas que depuis je me souviens plus la date de 1974, là, ça n'a pas toujours été comme ça. Là. Ça n'a pas toujours été comme ça. Puis, il y a assurément, l'aménagement du territoire puis la façon que la ville s'est développée, bien, elle a créé ces situations-là. Puis pas juste à Trois-Rivières-Ouest, partout au Québec. Là. C'est pour ça que ces normes-là sont apparues éventuellement dans nos règlements. Moi, j'ai été élevé sur Grenoble, comme je vous dis, dans ce coin-là. Mais moi, j'ai été école Saint-Dominique, Sainte-Catherine-de-Sienne. J'ai tout vu ça. Moi, j'habite sur Louis-Camiran, puis il y a un de mes voisins qui, son grand-père restait là. Il est arrivé là. Il y avait un fossé en arrière, c'est à la limite de mon terrain. Ils ont enterré le fossé, ils ont bâti les blocs sur Brunet. Je sais bien que vous autres, c'est Trois-Rivières-Ouest dans le temps. Mais je vous le dis pareil. Ils ont remonté les terrains, puis là, moi, chez nous, j'ai un pied et demi de différence avec le terrain du voisin en arrière. Là, vous avez beau me parler des clapets anti-retour, tout ce que vous voulez. Quand mes deux voisins immédiats ont fait faire des réparations de là, 2 ans puis 3 ans, puis il y en a un que c'était quasiment le drain français tout autour de la maison, puis l'autre a un clapet anti-retour. 15 heures après moi, ben, il n'avait de l'eau. Et moi, mon clapet, il est allé aussi, mais lui, il est à frais posé de 2 ans. Puis ils ont pété. Fait qu'il devait avoir de la pression en quelque part, certain. Vous me parlez de clapet. Puis là, les zones inondables que vous bâtissez, vous remplissez, comme les autres ont dit, à un moment donné, l'eau, elle ne va plus. Je sais bien que vous me parlez de bassin de rétention. Comme vous m'avez dit, comme les garages, vous m'avez parlé d'un bassin souterrain. La nappe phréatique est à peu près 1,5 pied en bas de mon plancher de cave. Vous l'envoyez où, l'eau, en dessous des bâtiments? C'est des questions, c'est ça que je me demande. C'est tout. Merci. Oui. Effectivement. C'est la même chose. Là, les deux personnes n'ont plus la main levée, donc c'est parfait. Donc, on passerait à vous, monsieur, puis on va avoir une dernière question avant de clore la soirée en ligne. Bonjour. Juste rappeler votre nom, oui, s'il vous plaît. C'est André Pouliot sur la rue J.A. Merci encore pour m'avoir écouté précédemment. Oui. Là, je suis plus avec des questions et des propositions de solutions. Je regardais les données un petit peu.
Puis, je vois qu'il y a 2 points de contrainte pour la rivière Millette qui sont Marion et en dessous de la rue Bellefeuille. C'est 2 viaducs, 2 ponceaux qui sont là depuis très longtemps, qui n'ont jamais été touchés. Je suis très heureux de savoir que la maçonnerie au niveau de Kruger a été changée à cause que c'était effectivement un point qui était sur contrainte, qui était de manière démesurée. Est-ce que vous pourriez regarder pour soit les dégager proprement, même envoyer des gens à l'intérieur, ou tout simplement les enlever et en bâtir d'autres dans les plus brefs délais, à cause c'est les endroits où est-ce qu'il y a des engorgements, rien que par le volume? Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous voulez répondre tout de suite avant que je passe à la deuxième? Ouais, moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que aussi, on s'est doté à la ville aussi d'un programme d'inspection annuelle des ponceaux. Fait qu'on en fait, on en inspecte, question de capacité là, de main-d'œuvre, on en inspecte de 20 à 30 par année. Puis, on a une priorisation au niveau des réfections, des remplacements des ponceaux. Fait que, assurément, quand ces ponceaux-là sont regardés, ben, la journée où on décide de procéder à un remplacement, ça vient avec une étude hydraulique qui va venir nous déterminer l'ouverture de ce ponceau-là. Puis, c'est plus parce qu'on a un ponceau d'1 mètre par 1 mètre qu'on remet un ponceau d'1 mètre par 1 mètre. C'est plus systématique comme ça. C'était des méthodes de faire dans le temps qui sont plus comme ça maintenant. Fait que ça va être regardé, puis ça va être analysé, question côté hydraulique. Puis s'il faut grossir l'ouverture du ponceau, ben ça va être fait. J'apprécierais si ça pouvait être agrandi à cause en tant que tel, comme on voit sur vos cartes interactives, en tant que tel, tout le réseau pluvial tombe dans la Millette. Et c'est ces 2 endroits-là qui ont l'air de déborder et où est-ce que le combiné et le pluvial tombent dans notre zone. Dans le plan d'intervention que j'ai mentionné aussi tantôt dans ma partie de présentation, ben, ces éléments-là, ça fait partie des choses qui sont analysées, qui sont regardées aussi. J'aimerais ça s'il pouvait être remonté, s'il vous plaît. Un autre point, c'était au niveau du bassin versant. Le bassin versant de la Millette est très important. Est-ce qu'il y aurait moyen d'en divertir une partie vers ailleurs, vers le Saint-Maurice ou autre, je ne sais pas, ou faire un autre chemin? Bien, c'est un peu ça l'objectif du cours d'eau Lacerte, là, un projet dont on a parlé tantôt. C'est justement d'essayer en passant par le cours d'eau Bété, d'essayer de pousser la force hydraulique vers l'ouest, là, je dirais. Pour ce qui est de peut-être plus en amont, diriger de l'eau, si on veut, plus vers... Il y a quand même je me souviens qu'on l'avait regardé à l'époque, mais il y avait peu d'opportunités qui étaient faciles, là, je dirais, en termes de déviation. Okay. Puis mon troisième point, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir des bassins de rétention au niveau, à côté de la fourrière automobile, puis au niveau entre des récollets au niveau de entre la 40 puis Notre-Dame? C'est précisément ça qui est en train d'être regardé dans le cadre du mandat de Tetra Tech. Effectivement. D'accord, merci. C'est un des points. Merci pour vos propositions. Donc, on a une dernière question en ligne, Andréane. Donc, on active le micro. Exactement. Oui, dans le fond, moi, j'ai 2 volets. Je veux revenir sur le témoignage, ou en tout cas les questions de la dame qui habite au 1040 Faribault. Elle dit qu'autrefois, il y avait des fossés creusés en arrière qui ne sont plus creusés. Ce sont les mêmes fossés dont je vous ai parlé tantôt, où ce qu'il y a les maisons neuves sur la rue Faribault, qui ont été enterrés par le contracteur. Donc, ces fossés-là sont sur la partie qui appartient à la ville. Donc, ça n'en ferait une solution pour creuser. Oui, je sais que vous devez demander l'autorisation, mais je crois que demander l'autorisation en expliquant que plusieurs personnes sont inondées parce qu'il n'y a pas de place d'écoulement, je pense que ça serait une bonne argumentation pour demander une autorisation. Donc, ce fossé-là, ça serait une manière d'écouler l'eau des terrains. Quand la rue vient toute pleine d'eau, la rue Faribault, c'est vraiment sur le côté ouest de la rue Faribault, parce qu'il y a juste un pluvial, donc l'eau se ramasse toute là. Donc là où j'avais dit tantôt, ça serait peut-être bon qu'il y ait un autre pluvial sur la rue Faribault. On m'a dit que les égouts étaient saturés et je crois qu'il faudrait peut-être revoir le réseau. Il y a un autre intervenant tantôt qui a dit
que les structures souterraines étaient convenables pour les entreprises, mais je crois qu'elles devraient être convenables également pour les maisons, parce que je ne trouve pas ça normal qu'en 2020, des maisons neuves soient construites sans qu'il y ait accès aux égouts pluviales. On reste en ville, on ne reste pas en campagne. Et je vais vous reposer ma question que j'avais posée tantôt. Je ne sais pas qui va me répondre, mais je vais vous la reposer parce que je n'ai pas eu ma réponse. Quels sont les impacts favorables pour la rue Faribault dans les travaux que vous allez entreprendre? Je vous remercie beaucoup. Donc, pour ce qui est des impacts favorables, je le répète, donc sur la rue Faribault, là, vous êtes un peu compris là, entre le cours d'eau Bété puis un petit peu plus loin le cours d'eau Millette là, qui est plus vers le Costco, je dirais, là, ou vers la Deneau, peut-être. Donc, si on dégage de l'espace hydraulique dans le cours d'eau Lacerte, ça va soulager le cours d'eau Bété, puis ça va soulager le cours d'eau Millette aussi. Donc, le bénéfice du projet qu'on vous a parlé aujourd'hui pour le secteur de la rue Faribault, c'est une évacuation plus rapide des eaux. Mais il n'y a pas de zone d'écoulement en arrière de nos terrains. Ces zones d'écoulement-là ont été remplies ou non entretenues par la ville, comme la dame là, du 1040 Faribault disait tantôt. Donc, ça en est un problème qui est concret, qui est, je crois, assez rapidement là, réglable. Là. Oui, tout à fait. Donc, juste une autre petite intervention. Il y a eu beaucoup de questions avec des réponses à venir. Je crois que la conférence aussi était enregistrée. Il y a eu quand même des pistes de solutions proposées. Comme exemple, je vous en ai donné quelques-unes pour la rue Faribault. Est-ce que vous allez réécouter et prendre en note tout ce qui a été proposé? Et est-ce qu'on va avoir un compte-rendu de ça ou un suivi? Tout à fait. Au nom de ma direction des communications de la participation citoyenne, on va prendre en note chacune des recommandations, suggestions qui ont été faites ce soir, puis on va partager avec l'ensemble de l'organisation du personnel municipal. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, je vois qu'il y a une dernière question, mais après, on va mettre fin à la séance d'information. Pas une longue question, c'est plus un commentaire. Ça va dans le même sens. Tantôt, j'avais oublié de le dire. Je sais que M. le maire a pris des notes. Entre le petit centre de chante, le Costco et la rue Louis-Julien, avant ça, il y avait un fossé, comme la madame a dit, puis le contracteur l'a tout rempli. C'est pour ça qu'à ça, on est rendu plein d'eau. Donc, peut-être juste, si vous êtes capable de demander au contracteur de remettre le fossé. La haie est très belle, là, sauf qu'elle est en plein milieu d'un lac, c'est moins joli. Là. Donc, c'est juste si vous êtes capable de prendre ça, vérifier ça, là, juste remettre le fossé. Ça va tout régler le problème de toute la rue Louis-Julien, sur l'eau en arrière de nos terrains. Puis ça, c'est pas juste pour les grosses pluies, là. C'est tout le temps. Là. Si vous venez aujourd'hui, il y a eu un peu de pluie hier. Aujourd'hui, j'ai plein d'eau. Mon cabanon est dans l'eau. Là. Donc, c'est pas juste les grosses pluies, c'est toujours. Merci. Parfait. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous vouliez... écoutez, je veux encore une fois vous remercier. Je sais que c'est la charge émotive quand on parle de maison, de résidence est élevée. C'est souvent c'est tout le temps notre bien le plus précieux. Là. Fait que je vous remercie d'avoir été ici et d'avoir participé à cette rencontre-là. On va essayer de voir tout ce qu'on peut faire. Maintenant, les projets qu'on vous a présentés, c'est de plus en plus concret. On ne vous disait pas, je sais que peut-être qu'il y a quelques années, on vous disait ce qu'on voulait faire. Maintenant, moi, ce que je voulais qu'on vous dise, c'est ce qu'on fait. Fait que, écoutez, en espérant que ça aille pour le mieux pour vous tous. Puis encore une fois, je vous réitère que votre situation, on l'a tous à cœur. Puis merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, on vous invite à passer par notre service à la clientèle 311, donc que ce soit par courriel ou par téléphone. Puis les questions, les requêtes pourront être acheminées aux bonnes personnes. Merci. Bonne soirée.